Avant d'en arriver là, je vais vous rappeler quand même nos prochains cafés, savoir le 14 novembre, existe-t-il une politique économique alternative avec rien de moins que Roland Lampner, professeur émérite en sciences économiques de la Sorbonne. C'est un titre très sympathique. Et puis le 12 décembre, le traité transatlantique est-il inévitablement un marché de dupes avec Robert Joumard, membre de l'association Attaque. Alors là, ça va être chaud. Bon, et puis on a, pour l'année prochaine, j'ai déjà commencé à préparer un certain nombre de personnes, mais on verra ça. Donc, ce soir, oser l'impossible jusqu'au sacrifice, comme jadis Prométhée, est-ce ce qui manque à notre humanité repue? Bon, on voit les choses comme ça, mais on pourra les voir à l'envers aussi. Bon, avec donc Nikos Ligéros, qui est philosophe des mathématiques, attention, philosophe des mathématiques, attention, linguiste, poète, peintre, dramaturge, et puis la suite, je te la laisse dire. Alors, autant commencer tout de suite, parce que je sais que vous allez vouloir intervenir, c'est quand même le but plus près. D'accord. Donc, comme c'est quand même le but du café, alors au départ, quelques jalons. Si vous ne les remettez pas tout de suite en cause, Jean-Paul se fera un plaisir de le faire juste après. Donc, prenez pas ça pour de l'argent comptant. Simplement, c'est pour se fixer un cadre. Et après, on pourra peut-être jouer hors cadre. Donc, tout d'abord, pour Prométhée, alors toujours pour la problématique, quand on parle de Prométhée, aussi bien en France ou même en Grèce, c'est que tout le monde a l'impression de le connaître. Donc, en fait, c'est bien au début, et après, quand on finit par en parler, on se dit finalement, c'est pas ce que j'avais entendu dire de Prométhée. Alors, tout d'abord, je pense que, comme on a aussi quand même la psychanalyse à côté, même s'il n'y a pas de différence, il faut d'abord opposer Prométhée à Épiméthée. Alors souvent on connaît très bien Prométhée, ou au moins on a entendu parler, on connaît très peu Épiméthée, alors qu'en fait, dans le cadre de l'Antiquité grecque, ils sont opposés en tant que frères pour expliquer qu'il y en a un qui pense avant et l'autre qui pense après. Et évidemment, vous pensez bien que la plupart d'entre nous, de qui on est. Alors, Épiméthée, alors. c'est quand même bien de penser même après. Oui, oui. Pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc dans Épiméthée, alors il y a un jeu qui se fait à travers Pandore, donc qui veut dire en fait tous les cadeaux. On va offrir ce cadeau à Prométhée, mais comme il va réfléchir, il va se rendre compte que c'est un piège, eh bien il ne va pas l'ouvrir et pas accepter de devenir l'homme de Pandore. Par contre, évidemment, Épiméthée va l'ouvrir sans aucun problème, et avec toutes les conséquences que ça peut impliquer. Donc au départ, c'est un peu une étymologie pour le nom. En fait, Prométhée maintenant signifie aussi celui qui apporte des provisions. En fait, c'est celui qui est prévoyant. Et l'autre, je pourrais dire qu'il est post-voyant. Donc au départ, aveugle. Alors le problème donc avec Prométhée, c'est son positionnement intermédiaire. Alors vous savez que c'est un titan. Alors donc ça pose un problème, ce n'est pas vraiment un dieu, mais ce n'est pas non plus un humain. Donc c'est toujours le problème dans l'Antiquité grecque et dans les tragiques, les gens qui sont, si vous voulez dire, avec un vocabulaire plus récent, transfrontaliers, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à savoir s'ils sont du bon côté. Et en fait, quand on a une tragédie, ils sont toujours du mauvais, et quand on a une comédie, ils sont toujours du bon, mais les autres ne le savent pas. Donc, la différence aussi des transformations, c'est que Prométhée vole le feu, mais en réalité donne la lumière. Donc c'est un jeu sur lequel certainement tu seras amené à intervenir. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des gens retiennent qu'il a volé le feu, donc c'est un voleur, et il a refilé, un peu à la manière de Robin des Bois, aux humains et à l'humanité. Donc en fait, c'est simplement un passeur. En réalité, au moins dans l'origine du mythe, c'est un transformateur, puisque on reconnaît dans Prométhée celui qui va enseigner
omniscience, etc. Je passe les détails sur toutes ses capacités justement à transformer l'humanité. Donc ça c'est un peu le cadre global. Alors maintenant, puisqu'on a parlé aussi de théâtre, vous avez tous lu, j'imagine, Prométhée enchaîné. Vous avez évidemment repéré que ce n'est qu'une partie de la trilogie, parce que finalement elle a fini par perdre les deux autres. Alors c'est assez intéressant. Prométhée enchaîné, c'est qui est Échille ou... Échille. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, Prométhée, en tant que pièce de théâtre, est une commande. Donc ça, je suis sûr que ça fera plaisir, dans quel sens. C'est une commande pour écrire quelque chose de faux. Dans le faux, on met quand même un peu de vraisemblable, et l'humanité oublie la partie fausse et retient tout ce qui était vrai. Mais sans forcément savoir. Qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était faux? Alors, ce qui était vrai, c'est qu'il a fait vraiment une révolution à l'encontre de Zeus, de Jupiter, pour être syncrétique ici, et en réalité, dans la troisième partie de la trilogie, il se retrouve. Donc au départ, en fait, c'est un conseiller du dieu, ça on le sait, c'est même lui qui l'a recousu, et c'est même lui qui lui a fendu le crâne avec la hache. Donc c'est quand même, il faut faire confiance, hein, pour faire sortir Athéna. Et ensuite, Échille essaie de renouer les deux. Alors pourquoi? Il y a un contexte social de l'époque, c'est qu'on commence à voir apparaître beaucoup de temples dédiés à Prométhée. Et les prêtres du temple conventionnel commencent à se dire qu'on va avoir une concurrence. Donc il faudrait ramener l'anneau au bercail. Et donc une façon de faire, c'est ainsi. Alors si vous voulez un autre exemple, mais qui a réussi cette fois, parce qu'il y a des exemples très réussis de transformation de mythes, eh bien c'est Euripide qui nous a tous convaincus que Médée a bien tué ses enfants. Alors ce sont les Corinthiens qui ont tué les enfants. Les Corinthiens ont payé Euripide pour changer de mythe, lui ont donné, on sait même le montant en talent, pour qu'il l'effectue, et il y a eu tellement de succès que finalement, maintenant, à part certains spécialistes ou archivistes ou historiens de l'histoire du théâtre, la plupart du monde identifient Médée comme la tueuse des enfants. Donc, je reviens à cet échec cuisant quand même d'Échille, c'est assez intéressant. Au départ, c'était en fait une tétralogie. Le dernier morceau était une comédie. Il y avait toujours une comédie parce que vous savez, quand vous écoutez une trilogie en série, et c'est une tragédie, vous voyez dans quel état vous êtes en tant que public. N'oubliez pas qu'à l'époque, le public ne payait pas sa place, c'était gratuit. Alors autant lui faire plaisir à la fin. Donc en fait, on avait l'équivalent de ce qu'on appelle le happy end, et on mettait une comédie. Donc par exemple, ici, la comédie, c'était le barbu brûlé. Une référence finalement à Prométhée. Donc, non, mais... Il était barbu? Oui, c'est bon. Il y a toute une codification par rapport à ça, mais on en parlera une autre fois. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que Prométhée va être exploité, et si on peut faire une opposition entre un esprit prométhéen et un esprit humaniste, eh bien en gros, l'esprit prométhéen, c'est celui qui va intervenir dans la société, et l'esprit humaniste, c'est celui qui va être dans sa tour d'ivoire avec sa bibliothèque, donc tout va se passer très bien, mais le temps qu'il sorte à l'extérieur, eh bien, il faut attendre à peu près 1 ou 2 siècles avant que les autres sachent ce qu'ils faisaient dedans. Donc le prométhéen, c'est quelqu'un qui va être aussi un représentant de la justice. On va dire ça comme ça. Alors la justice, dans l'Antiquité grecque, c'est assez subtil, puisque même les dieux doivent s'y soumettre. Ce qui est assez rare. D'ailleurs, souvent, pour caractériser les Grecs de l'Antiquité, on dit qu'ils faisaient partie des rares à parler à leur dieu au même niveau. Vous voyez, au même niveau. Essayer au même niveau, alors que souvent les autres ils sont en dessous. Alors donc on pouvait condamner un dieu, ça a été fait. Qui a été condamné? Arès. Et donc ça a donné l'aéropage. Et en fait c'est même l'équivalent dans la Grèce maintenant, quand vous voulez dire Cour suprême, c'est la cour en fait qui a condamné Arès, donc Mars, pour les latinistes. Alors c'est assez intéressant de pouvoir dire que quelqu'un qui est un dieu peut faire un acte qui soit inadmissible, et donc jugé et même condamné. Ah, c'est pas mal. Voilà, donc c'est une innovation par rapport à l'époque. Et donc l'intérêt de Prométhée, en fait, c'est de faire une différence, selon nous,
entre ce qui est obligatoire et la déontologie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est obligatoire, c'est le feu n'ira jamais aux hommes. Voilà, c'est un exercice du pouvoir. Donc celui qui va l'enfreindre, eh bien, il aura des problèmes. Prométhée connaît à l'avance, et c'est pour ça que c'est intéressant de se rappeler tout le temps de l'étymologie de son nom, c'est qu'il ne va pas en tant que martyr ou en tant que sacrifié, il sait à l'avance ce qui va se passer, et il sait exactement comment ça va se finir. Donc, ce n'est pas une condamnation surprise. Alors, ce qui est assez intéressant maintenant, si vous lisez un peu Robert Graves, vous allez voir aussi qu'il y a un jeu qui se fait avec Athéna, qui est assez subtil. Alors, vous vous rappelez qu'Athéna, c'est quand même la fille de Zeus. En même temps, ce n'est pas la fille d'une mère, elle vient directement de sa tête. Ta cuisse? Non, ça c'est Dionysos. C'est pour ça qu'il est né deux fois, on le remet dans la cuisse. Alors que Athéna, en fait, elle est dans la tête. C'est pour ça qu'il a des maux de tête. Et pour le délivrer, donc il veut lui donner un coup de hache et elle va sortir toute armée. C'est pour une allusion à la pensée, enfin, tu connais très bien. Alors, l'idée c'est quoi? Eh bien, en fait, Prométhée va exploiter son rapport avec Athéna. Voilà, c'est Athéna qui va l'aider à aller sur l'Olympe sans être immédiatement perceptible par les autres. Et il va réussir son coup. Et donc, en fait, on va avoir aussi un autre positionnement. Est-ce que Athéna a aidé le libérateur de l'humanité? Est-ce que Athéna a trahi les dieux? C'est un positionnement. Et ensuite, est-ce que Prométhée est simplement un voleur ou un donateur? Donc, par rapport à ce positionnement, c'est ce que je voulais vous dire au moins au début, avant qu'on commence le pugilat. Non? Non, mais vas-y, continue. Voilà, je continue, d'accord. On t'interrompra, t'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Tu m'as prévenu, je serai. Alors, donc, Prométhée, dans ce cadre-là, va servir en gros d'exemple et même de paradigme. Sur le plan mental, donc une très grande intelligence, par exemple des gens comme Goethe vont vouloir être l'équivalent de ça. Il va influencer évidemment des gens comme Archimède ou Léonard de Vinci indirectement, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que ça va être pour nous un modèle de génie universel. Voilà. C'est ça l'idée, c'est qu'il n'est pas simplement dans un domaine, c'est pas quelqu'un qu'on pourra appeler talentueux, c'est pas juste un musicien. Il a une capacité globale, on dirait maintenant plutôt une vision holistique. Et dans ce cadre-là, finalement, si on était scénariste, c'est quand même le Deus ex machina, c'est-à-dire qu'on va le faire sortir parce qu'il faut bien que quelqu'un enseigne tout. Tout. Et oui, il faut bien enseigner tout. C'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez si à l'Antiquité, on devait faire l'équivalent d'une université et chacun est professeur dans son domaine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un génie universel, il enseigne tout à l'humanité et on passe à l'étape suivante, vu dans quel état on était à cette époque. L'avantage de cette procédure, ça nous permet en fait de faire une synthèse. Donc Prométhée, c'est pas l'analyse. Pas coûter trop cher en professeur. Voilà, c'est vraiment gratuit même en fait, parce que lui, il offre. Donc c'est bien. Et c'est plutôt le représentant de la synthèse, et pas le représentant de l'analyse. Alors ne le prends pas mal, ça n'a rien à voir avec ce que tu enseignes et ta profession. Je veux dire simplement dans le sens de, il ne va pas analyser un point pour le mettre en évidence, en fait il va faire une synthèse de choses qui existent. Donc par exemple, la plateforme principale c'est le feu, c'est tout ce qu'on peut faire à partir du feu. Alors en fait on pourrait se dire, c'est simplement pour chauffer. C'est simplement un principe thermodynamique. Or, à partir du feu, vous savez très bien, l'histoire de l'humanité l'a bien montré, enlever le feu à l'humanité et compter ensuite combien de choses il faudra lui priver si vous n'avez pas accès à cette forme d'énergie. Donc, un autre point, on va le retrouver chez les Zoroastriens, c'est que Prométhée, justement... Donc, en Perse. Voilà, et en fait, près de l'Azerbaïdjan maintenant, alors ça peut s'expliquer du point de vue scientifique, c'est-à-dire que comme on a des émanations de méthane, on arrive à voir des flammes au-dessus de l'eau. Alors, pour l'expliquer à l'époque, c'est quand même assez difficile, donc le plus facile, c'est de dire c'est certainement quelqu'un de au moins divin qui fait ça. Donc, dans ce cadre-là, on va avoir, on va dire, une forme d'adoration pour cette forme de feu,
mais on pourrait la synthétiser en disant simplement que c'est l'accès à l'énergie. Alors c'est assez intéressant, si je fais un retour maintenant beaucoup plus récent à la robotique, quand vous créez pour la première fois un robot, la première chose qu'on lui apprend, c'est de trouver une source d'énergie. On ne lui apprend rien d'autre parce qu'on sait très bien que si on lui apprend autre chose et il ne sait pas trouver une source d'énergie, eh bien il a une vie réduite tellement limitée que ce n'était pas la peine de le créer. Donc la première chose qu'il fait, un petit ordinateur qui peut être mobile, c'est de trouver simplement à notre époque une prise. Donc s'il n'arrive pas à repérer des prises dans son contexte, eh bien il y a un problème. Et le gros problème, je pense que c'est pareil pour l'histoire de l'humanité, c'est sans source d'énergie, c'est difficile d'avoir de l'évolution. Alors c'est une énergie en fait minimale. Hein. Si vous êtes contre l'énergie, ne prenez pas ça mal. Je veux dire simplement une énergie de subsistance. Hein. Ce n'est pas non plus le grand luxe. De toute façon, vous voyez bien, comme tu disais si bien, il fait ça gratuitement. La plupart des gens, si on leur donne que de la lumière, ils trouvent quand même que ce n'est pas assez. En général, on est plutôt de la matière. D'ailleurs, vous voyez, on dit bien une table de matière. On n'est pas une table de lumière. On ne dit pas des choses qui concernent en fait l'énergie parce qu'on est quand même dans le matérialisme. Hein. Alors vous allez imaginer si on est dans le luminisme, ça pourrait donner comme cas. Donc Prométhée en fait apparaît comme un personnage, comme un titan, différent des autres. Alors lui-même aussi peut être considéré comme un traître, puisque quand on a la titanomachie, en fait, c'est le seul des titans qui va avec les dieux de l'Olympe. Et c'est lui qui va être le conseiller de Zeus contre les titans. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que quand ils vont s'emparer de Zeus et ils vont le découper, donc ça existe dans de nombreuses civilisations, on découpe les membres de la personne pour pas qu'ils reviennent. Et en fait, c'est Prométhée qui va les recoudre. Donc c'est assez intéressant de voir que vous avez un personnage intermédiaire entre un homme et un dieu qui intervient en tant que conseiller, qui lui permet d'avoir des avancées stratégiques par rapport aux anciens dieux. Donc il est plutôt dans le nouveau. Et en même temps, on se dit, mais quand même, c'est un traître pour eux aussi, puisqu'il leur pique le feu pour le donner à l'humanité. Alors pourquoi ? Bien parce qu'ils considèrent que c'est inadmissible que l'humanité soit dans l'état où elle est, à savoir un état esclavagiste, on pourrait dire maintenant avec notre vocabulaire. En tout cas, quelque chose, si vous étiez en Russie, ça serait plutôt des moujiks. Donc c'est des gens qu'en fait on peut éliminer ou pas, selon la volonté. Et en plus, ils n'ont pas vraiment d'intervention sur leur destin, quasiment tout est programmé, vous le retrouvez très bien dans les tragédies. Donc maintenant, le problème par rapport à notre positionnement ici, c'est est-ce qu'on fait un sacrifice pour changer le monde? Est-ce qu'on dit finalement que c'est pas la peine parce qu'il ne changera jamais? Quand on se dit finalement, est-ce que c'est moi qui pourra changer le monde? On se dit non, certainement pas. Et en général, c'est ça le plus beau, c'est qu'on finit par être dans le vrai. Puisque comme on ne pense pas que c'est faisable, eh ben on ne le fait pas, et comme on ne l'a pas fait, on est même justifié. Alors on se dit, voilà, c'est en fait ce qu'on appelle de l'autoprophétie. Donc c'est pas un principe propérien. Je vais dire que je ne vais rien faire, je ne fais rien, j'avais raison. On est sûr d'avoir raison comme ça. Comment ? On est sûr d'avoir raison. Ben, c'est difficile de se mettre en tort. Parce que cette apraxie est tellement proche du solipsisme que pour la remettre en cause, si tout le monde fait ça, évidemment, plus rien ne change. Tu crois que tout le monde fait ça? Moi, je pense que tous les gens ils croient qu'ils vont changer le monde. Il faudrait leur demander. Ah oui. Vous êtes tous d'accord avec moi, vous voulez tous changer le monde. Même si c'est petitement, même si c'est... Il faut définir la taille du monde. Ah oui, d'accord, enfin, on va faire quelque chose pour changer le monde, parce que ça ne peut Il me pas semble comme ça. Il me semble qu'on a la démonstration inverse en ce moment, à savoir que même les politiques ne savent plus sur quel côté se tourner pour changer le monde. Alors, positionnez-vous, parce que l'inverse de Jean-Paul, l'inverse de moi, parce que c'est comme il a dit l'inverse de moi. Qu'on soit d'accord sur notre désaccord. Vous pensez que tout le monde espère ou prétend pouvoir changer le monde. c'est pour toi. Il me semblait que à ce jour, on a plutôt l'impression que tout le monde renonce parce qu'il ne sait pas faire. Vous pensez que les gens renoncent? Non, je crois. Chacun sa part. Comment? Chacun sa petite part. Oui, mais il y en a qui ne renoncent pas du tout et qui viennent sur le devant de la scène et qui disent moi je vais
tout vous arranger, je vais tout vous... Non, mais je crois que c'est simplement tout le monde change le monde. C'est ce que dénonce monsieur, et, moi j'ai du mal à y adhérer, c'est de dire personne n'est là pour nous indiquer la direction. Est-ce qu'on en a besoin? Je dirais pas que tout le monde, non, contrairement à vous, change le monde. Certaines personnes, une catégorie de gens, oui, à leur petite manche, chacun à leur niveau. On voit des décroissants, par exemple, au niveau de l'économie, ou dans les familles, des décroissants, par exemple, des gens qui vont travailler pour les énergies renouvelables, ça c'est des exemples. Voilà, ils vont changer le monde à la façon, ils vont bouger dans ce sens. Ou moi je pensais simplement à des familles, des parents d'enfants handicapés, qui ont des distributeurs, des pères ou mères qui élèvent leurs enfants seuls ou d'enfants toxicomanes, ils font. C'est un vrai combat et à leur manière, ils ne peuvent pas faire autre chose, mais ils vont changer le monde, ils vont tout faire pour au moins qu'il y ait une parcelle de choses qui évoluent. Donc ils vont changer le monde aussi à leur façon. Enfin, il y a plein de gens qui vont faire des choses quand même, mais je ne dirais pas tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens normaux-pensants, comme on dit les normaux-pensants, qui vont mener leur petite vie de robot et qui vont oui, mais faire des trous je crois que ceci participe du changement du monde. Ils participent à la vie terrestre, mais ils participent pas au changement du monde. J'en suis pas certain. Non, Là. Si je peux répondre. Ah oui. Ouais. Non, j'en suis pas certain parce que tout ce que je dis, ça peut paraître très modeste, très terre à terre. Comme je dirais que comme le ver de terre, quelque part, il est une action écologique, hein, au niveau de ce qu'il apporte au sol, de ce qu'il prend du sol, de ce qu'il en enlève. Je crois que chacun de nous, de sa manière qu'elle soit, j'ai pas envie de mettre une notion de positif ou de négatif, mais simplement par le fait, le matin, de dire bonjour ou pas bonjour à sa boulangère, par tout un tas de trucs comme ça, par l'influence qu'on a autour de nous, parce qu'on inculque à des enfants, tout le monde change le monde, d'une manière ou d'une autre. Mais je veux dire, c'est simplement une action conjuguée, peut-être comme il y a dans la théorie du chaos, où finalement il y a une combinaison tellement complexe, tellement imbriquée de tant d'éléments, que la clé du changement du monde, elle est en chacun de nous. Et l'erreur qu'on fait, c'est de croire que quelqu'un va nous indiquer une direction et calculer des moyens qui permettront qu'on arrive à un point déterminé. Mais ce point déterminé ne sera jamais véritablement déterminé, parce que est-ce qu'on est tous d'accord sur une notion de base comme le bonheur, par exemple? Alors, moi, je voudrais dire que quand même, il y a deux personnes qui ont été exhumées de ce fatras du chaos, récemment avec les prix Nobel, c'est Modiano comme écrivain, et Malala, cette jeune fille de 17 ans. Absolument, mais je trouve ça vraiment réjouissant. Et je crois que ça ne surgit pas de nulle part. Ça dénote peut-être simplement ce qu'on considère comme important ou pas dans notre époque. Parce que je ne pense pas que le jury Nobel il soit un grand précurseur de la pensée de l'humanité. Il recueille simplement les courants que l'air du temps transporte au niveau planétaire. Enfin, c'est mon opinion. Oui, c'est pas un Prométhée. Le jury du prix Nobel, c'est un épi. J'ai sa parole, excusez-moi. Non, mais en tout cas, on a trouvé un point d'accroche. Moi, je vais me mettre entre vous. Oui. Voilà. Alors, c'est toujours difficile de faire de la synthèse quand on a deux positions complètement antinomiques, au moins antithétiques, on pourrait dire chez nous. En fait, il faudrait se dire, est-ce que changer le monde, c'est simplement changer sa vie? Et est-ce que changer sa vie, c'est simplement changer le monde? Parce que si vous partez du principe que c'est équivalent, alors que la différence entre nous et le ver de terre est peut-être même plus considérable que ce que vous pensez, parce que l'action du ver de terre à l'échelle planétaire est certainement considérable. Mais pas seul. Merci. Alors là, il y a un problème quand même sur le plan holistique, c'est-à-dire, si je vous posais la même question pour vos cellules, vous voyez, en fait, on a un problème parce que vous avez utilisé la théorie du chaos, donc Jean-Paul sait que c'est un très mauvais faux pas, donc je l'exploiterai à fond. Voilà. Donc, c'est une allusion du ver de terre au papillon, hein.
Et ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y a pas de multiplication du phénomène, et comme on dit souvent avec l'effet de Lorentz, bon, un battement d'aile peut intervenir, etc., on oublie de dire que s'il n'y avait rien comme intermédiaire, il pourrait battre autant qu'il veut. Bien sûr. Voilà. Donc là où c'est un peu fallacieux, c'est évidemment, si moi je mets ça là, vous voyez, c'est un tout petit acte. Et maintenant, si Jean-Paul... Bon, il y en a qui ne s'inquiètent pas, il le voit. Alors, maintenant, le moindre truc qu'on va faire au moment où on va s'énerver à un moment, on va faire comme ça. Ah, on dira, vous voyez, il suffit d'un battement d'aile des deux papillons, là, et d'un seul coup, on a l'activation de la gravité. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est l'existence de la gravité. Parce que vous pouvez faire beaucoup de choses, mais les choses iront vers le bas. Donc, le problème, en fait, pour les décroissances, c'est la première fois qu'en fait, on fait une intervention sur le plan thermodynamique, pour dire qu'on peut aller peut-être dans l'autre sens, hein, on n'est pas obligé tout le temps de faire de l'entropie dans le même sens. De toute façon, l'intelligence, ça va à l'encontre de l'entropie. Mais le problème ici, pour moi, c'est la chose suivante. Alors, je vais essayer de le coder de façon très simple. L'intelligence, ça va à l'envers de l'entropie, il faut vous expliquer ça. Oui, parce que l'entropie, en fait, c'est une notion qu'on a en physique pour dire qu'en fait, les structures dégénèrent systématiquement. Donc, c'est propre à la thermodynamique. Et en fait, l'intelligence, c'est vraiment exactement au contraire. C'est la façon d'organiser des structures avec, ça peut être même avec des déchets, mais du recyclable, des déchets pas au sens terre à terre, au sens même, ça peut être noble, de transformation. Et finalement, on arrive à faire augmenter la complexité dans un endroit où, normalement, l'entropie dit qu'en fait, la complexité de la structure va décroître pour finalement devenir quelque chose d'inerte. Par exemple, à l'échelle de l'univers, tout se transformer en fait. Donc je voulais donner simplement l'exemple suivant, et maintenant je ferai intervenir les deux là pour me dire où va être le ver de terre et le papillon. Alors donc je prends cette table là, vous voyez là, celle-là, avec monsieur, imaginons qu'elle soit vide, je distribue sur cette table des déchets quelconques, à peu près de même taille, une distribution canonique on pourrait dire. Et maintenant, je mets des petits robots. Donc, un robot qui s'appelle Jean-Paul. Il y aura un robot Nikos, un robot Anne-Marie, peu importe, on leur donnera des noms pour se faire plaisir. Et alors, ils auront tous la même règle. Donc, je sais que Jean-Paul ne sera pas content, mais ça ne fait rien. C'est pour le début. La première règle, c'est s'il trouve un déchet, il pousse. S'il trouve 2 déchets, il pousse. Si on trouve 3 déchets, on ne pousse pas. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de ça ? Simplement pour vous donner un exemple qu'on a en robotique, en vision holistique, c'est que si vous mettez maintenant tous ces petits robots, tous ces Jean-Paul, ces Nico, Anne-Marie au milieu là, et vous les laissez faire tout seuls, eh bien ils vont ramener tous les déchets dans un disque. Donc la question après pour monsieur, pour madame, c'est qui a fait le disque? Parce qu'ils ont tous participé, ça c'est sûr. Donc, on ne peut pas dire qu'on leur a appris ce que c'est le disque. Donc maintenant, si vous dites personne ne l'a fait, on a un petit problème, c'est que le disque existe. Et là, si vous voulez, c'est un assemblage d'effets papillons où, quelle que soit la disposition que vous mettez, les petits robots, quelle que soit la disposition des déchets, si c'est vraiment équidistribué, quand même, c'est un quel que soit au sens pur du terme, eh bien, vous aurez toujours le disque. Alors là, c'est assez inquiétant, parce que d'un côté, donc pour madame, on se dit, tout le monde intervient un peu, et aussi pour monsieur, hein, dans son petitement, et puis finalement, ils font toujours le même truc. On répète toujours la même chose. Oui, c'est-à-dire que le disque va se faire tout le temps, et à la fin, donc peut-être que monsieur interviendra en disant, alors, pour vous aider entre vous, donc vous diriez, personne ne nous a dit qu'il fallait faire un disque, on l'a quand même fait. Bon. Et vous diriez, oui, mais moi je voulais faire un carré. Oui, vous voulez faire autre chose, et vous faites tout le temps un disque. Alors vous comprenez que, comme la quadrature du cercle n'est pas faisable, hein, pas résolu, eh bien, on a un petit problème, c'est l'échelle. Donc je reviens aux cellules. Il est manifeste que vous êtes intelligent. Maintenant, si je vous dis laquelle de vos cellules est intelligente, vous serez emmerdé.
Après, si vous considérez que vous êtes simplement un ensemble de cellules, vous serez vraiment emmerdés, nous aussi, parce que ça voudrait dire qu'on est un ensemble de conneries. Parce qu'en gros, les cellules, elles ne savent pas grand-chose quand même. Hein. Alors, ce que nous, on va appeler l'intelligence, c'est quand même quelque chose qui peut difficilement être réduit à l'état de la cellule. Maintenant, le problème, pour nous, et je pense pour la vision prométhéenne, c'est le suivant. C'est quand on dit de Prométhée qu'il a changé le monde, on ne sous-entend pas qu'il a changé sa vie. Parce qu'en fait, sa vie, contrairement aux apparences, il ne l'a pas changée puisqu'elle est préprogrammée. C'est ça le plus difficile dans le concept tragique. Et qu'en fait, il sait très bien que c'est ce qui va se passer et qu'il va être condamné sur le rocher. Alors ceux qui trouvent que c'est triste, ne vous inquiétez pas, parce qu'Athéna est intelligente aussi. Donc en fait, elle a su le libérer. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il devait être attaché au rocher, eh ben, ils ont taillé le rocher, ils en ont fait une bague et il est attaché au rocher avec sa bague. Alors, pas de sous-entendu pour les gens mariés avec leur bague. Donc, et évidemment, vous imaginez, si vous dites à votre femme, mon rocher, elle va vous prendre pour un chocolat. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que on va avoir un individu qui va changer l'histoire de l'humanité. Si vous n'y croyez pas à Prométhée, ça ne me dérange pas du tout. On part du principe que ça devait être certainement un astronome. C'est pour ça que le mythe a évolué comme ça. En fait, il devait aller en haut, regarder le ciel. C'était incompréhensible pour les gens du coin. Donc ils ont fini par dire qu'il devait être condamné. C'est pas possible. Et finalement, ce phénomène de répétition et disons d'une obstruction divine se justifie par l'incompréhension d'un mouvement. Donc ça, après, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que c'est la mythologie qui transporte en fait l'essence de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout un peu s'il était physicien, astronome ou psy. En gros, ce qu'il était, on l'appelle Prométhée. Et donc, cet aspect prométhéen est un peu surprenant et va un peu dans votre sens. Alors, premièrement, c'est est-ce que l'humanité avait besoin d'un Prométhée ou est-ce qu'on était bien avant, quoi, avec les dieux et leur feu? Est-ce qu'on lui demandait de faire quelque chose pour nous? Peut-être qu'on aimait bien être dans le froid. Pourquoi nous mettre le feu? Hein? Vous voyez? Donc même les chanteurs nous mettent le feu, on ne leur dit pas qu'on voulait le demander. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que c'était une nécessité de l'humanité pour son évolution? Et ensuite, est-ce que l'humanité avait besoin d'évoluer? Donc pour aller dans vos sens, là, c'est... C'était aussi interdit. C'était aussi interdit, il a bravé cet interdit. Voilà, alors donc c'est un sacrilège. Ouais. Donc c'est un bel interdit. Est-ce que c'est pas un plaisir qu'on se fait de braver un interdit ou des fois on ne peut pas s'en empêcher? Moi, on parle de l'intelligence par rapport aux conséquences de l'acte, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir simplement, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir simplement chez Prométhée une pulsion de dire ouais, voilà, j'ai envie de faire ça? Eh ben non, une voilà. Fantaisie, quelque chose de léger. Là, justement, c'est facile, c'est parce que l'étymologie vous répond, justement, c'est pour ça que je voulais mettre ça en avant, c'est que justement, il est prévoyant. Donc, il est tout sauf ça. Par contre, si ça avait été Épiméthée, vous auriez raison, ça peut arriver qu'il avait simplement envie d'être réactif et de produire une réaction. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'après, on va passer à réactionnaire, alors que c'est pas du tout révolutionnaire. Alors, moi, j'aime bien, pour vous aller dans votre sens, j'aime bien Brel. À un moment, il dit... Jacques Brel? Oui, enfin bon, je vais préciser, je ne dis pas Brel, enfin si, j'aime bien Brel vraiment, mais bon, c'est simplement pour vous dire, à un moment, il dit l'avenir se moque bien des petits révoltés. Et il ne regarde en fait que les révolutionnaires. Alors souvent, alors c'est peut-être là le positionnement entre vous, peut-être vous pourriez vous chamailler là-dessus, c'est des fois le fait de dire que je suis révolté, on sous-entend qu'on est révolutionnaire. Donc, par exemple, vous prenez un mec qui va dans une manif, il met le chapeau avec une étoile de Che Guevara et il est révolutionnaire. Ça y est, il est révolutionnaire, c'est bon. Non, parce qu'il a le même chapeau. Alors, moi, je voudrais dire que, justement, la révolution, ça ne marche plus, il n'y a plus que des révoltés. Et puis, deuxièmement, je voudrais dire, pour ce qui a été dit tout à l'heure, je ne suis pas d'accord,
c'est qu'on ne veut plus, on n'a plus besoin de Prométhée, etc. Je pense qu'on recherche, alors inconsciemment ou consciemment, des Prométhées, et qu'à voir le succès de tous les gens qui s'amènent, les nouveaux chamans, les nouveaux gourous, parce que les gourous sont simplement chamans avec des Indes, des nouveaux chamans qui vont apporter quelque chose, qui disent qu'ils vont apporter quelque chose, vrai ou faux, et qui ont le succès pas possible. Et moi, je prends simplement au niveau de la psychanalyse, pour ne pas parler de la politique, le succès qu'a eu Lacan, qui disait pas n'importe quoi, qui disait des choses qu'on peut très critiquables à mon avis, mais qui représentent quand même la moitié des psychanalystes sur la terre entière, et qui continuent qui croient ces discours qui sont, à mon avis, complètement fallacieux. C'est mon avis. Bien sûr, mes amis lacaniens ne diront pas ça. Mais en tout cas, Lacan s'est présenté comme un chaman qui disait la vérité tout en ajoutant immédiatement, oui, mais je ne vous la dirai jamais. C'est le truc qui a été une figure comme ça, qui a joué les chamans et qui a eu un succès formidable. Et au point de vue politique, régulièrement, il y a des gens qui s'amènent et qui disent, moi, et qui ont un succès. Bien sûr, ils sont rejetés par une partie du public, mais ils ont un succès formidable, ils ont des groupies formidables, un nombre de groupies incroyables. Et ce phénomène se perpétue, il faudrait que je donne d'autres exemples encore, mais alors justement, le problème, c'est que maintenant les hommes politiques n'arrivent plus à faire des chamans. Mais jadis, des gens même comme Pompidou, alors je ne parle pas de Gaulle, regardez De Gaulle, il y a un chaman formidable. Mais vous mettez le chaman dans un endroit où il ne doit pas y avoir. Oui, mais moi je considère que un type comme De Gaulle était un chaman. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, hein, bien sûr, d'accord volontiers, mais je considère qu'un chaman pour moi c'est quelqu'un qui a une aura et qui fait qu'il devient, alors étant donné, raisonnement, je trouve qu'on se batte un peu, attends. On va parler du charisme. Oui, du charisme. Non, mais c'est ce qu'elle dit, la dame. Oui, mais... Je dis la dame parce que je ne sais pas vos prénoms. Non, mais pas de souci. Bon, c'est pour. Je voudrais dire que c'est parce qu'on est des petits vers de terre qu'on a besoin, attends, je finis ma phrase, on est des petits vers de terre, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un chaman, un gourou, tout ce que tu veux, hein, qui va faire ce qu'on n'arrive pas à faire comme petit ver de terre, au moins avec lui, on va y arriver. C'est ça que je veux dire à monsieur. Mais je suis assez d'accord. Allez-y. Paradoxalement, je suis assez d'accord avec ça. Ah non! Non, je dirais que si vous voulez, c'est pas ça. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens, on va parler des chamans, on va parler des hommes politiques, n'importe quoi, de gens qui gesticulent. Mais est-ce que ce sont ces personnes-là qui changent le monde? Moi, j'en doute. Je pense que, par exemple, je m'interroge assez souvent sur, quand je regarde des séries américaines, que je vois le système politique américain, que je vois toute cette espèce d'environnement construit comme ça, sur un consensus, par exemple, leur devise In God We Trust. Et toute cette bien-pensance qui s'est construite, mais en plus sur de l'intelligence, des trucs comme ça, je me dis finalement, il y a toujours... les instigateurs de ce système ne sont pas des gens identifiables. C'est une espèce de mouvement comme ça, un peu de la société qui se fait par des courants, par un certain nombre de personnes, on y adhère ou pas. Et je crois que, mais malgré tout, il y a quand même quelques chamans qui sont là, qui, prenons par exemple le cas de la religion, qui essayent de nous orienter vers une notion du bien et du mal. Vous donnez le... Oui. Puis après vous prendrez la parole. Oui, c'est... Oui. Je reste un petit peu convaincu. Le thème que nous abordons là a été évoqué largement en mai 68, avec la phrase de Cohn-Bendit qui disait que le raisonnable demandait l'impossible. Vous êtes plus fort, on ne comprend pas. En mai 68, le mot à la mode, c'était soyez raisonnable, demandez l'impossible. Bon, c'était une utopie. Et il y avait aussi soyez réaliste en fait. Voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, quand même, on a fait le tour de la question en se disant finalement dans quel sens faut-il aller. Et pour reprendre ce que vous disiez, où se trouve maintenant Cohn-Bendit. Oui, non, mais il l'a redit avec une grande autosatisfaction. Donc on a l'impression quand même qu'on n'a pas beaucoup avancé. Et par rapport à ce que vous disiez, les petits automates, qui cherchent de l'énergie,
Il me semble que la recherche, c'est pas la recherche de la vérité, la recherche fondamentale de nous, les gens qui vivent, de nous, c'est de survivre. C'est une espérance de survie. C'est-à-dire trouver l'énergie pour arriver à vivre. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus faire et qu'on voit disparaître la possibilité d'avoir l'énergie pour survivre. Enfin, il faut te la laisser parler. Oui. Ah non, non, Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que oui, effectivement, on est beaucoup dans la survie, mais même les gens, moi j'en fais partie, qui sont, comme vous dites, dans la survie, il y a pire que moi, eh bien, même ces gens-là, je pense qu'ils ont la capacité, des fois, d'essayer d'aller plus loin, d'être des héros quelque part dans leur vie de tous les jours, je veux dire. Et je pense que les héros, parce qu'on parle des héros ce soir, c'est et les petits vers de terre, oui, comme des gens comme nous. Et puis, il faut aussi des Prométhées. Il y en a en haut qui vont faire plus de choses, mais bon, pas assez. Donc, effectivement, on a besoin, comme vous dites, de chamans. On espère, moi j'espère toujours, effectivement, des gens comme les Prométhées, voilà, qui sont de grands héros, mais aussi tous ces petits héros qui sont. Et heureusement, je veux dire, il y en a des deux côtés. En haut et en bas. Majesty. alors ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que ça veut dire changer le monde? C'est ça qui me semblerait intéressant, parce que je pense qu'on situe autre chose que notre petit monde à nous. Enfin, pour moi, j'avais l'impression que ça allait beaucoup plus loin. Et puis aussi, c'est vrai que on parle de tout et n'importe quoi. Enfin, pour moi, le chaman, c'est pas du tout ça. C'est justement des gens qui essayaient d'aller au-delà de la réalité de tous les jours. Enfin, c'est quelque chose. Voilà. Et puis. Je pense que Jean-Paul l'a utilisé. Non, mais on se connaît, donc je sais ce qu'il pense, hein, mais je suis pas d'accord avec lui. Je voulais pas prendre un avocat, mais t'es content. C'est arrivé à la même chose à Prométhée, t'inquiète pas. Il n'y avait même pas d'avocat. Et ce qui gêne. Très content d'être associé à Prométhée. Voilà, ce qui m'embête dans Prométhée, ce qui m'embête, mais on le sait, c'est l'histoire d'être prédéterminé. C'est insupportable pour moi. Et peut-être que vous avez raison qu'on est prédéterminé. Il y a eu beaucoup de sociologues qui ont parlé sur le déterminisme, tout ça, et les célèbres. Hein. Et moi, cette histoire de. Alors peut-être qu'on a raison et que. Voilà, c'est pour ça que je suis d'accord là pour le coup avec M. Chartier quand il dit que. Eh bien, on veut toujours changer le monde parce que sinon c'est insupportable de dire qu'on est prédéterminé, puis voilà, ça sera comme ça, et puis on meurt quoi. Parce que contrairement justement, on dit les petits vers de terre qui sont en bas et les autres en haut, les vers de terre, on voit bien que dans des parce que ça c'est quelque chose que je connais parfaitement bien, que dans des terres où il n'y a plus de vers de terre, la terre est morte. On est obligé de rajouter des choses. Et que les vers de terre, il faut vivre la terre. Donc heureusement qu'il y a des vers de terre dans ceux qui effectivement savent cultiver la terre. Voilà, moi c'est ça que je voulais dire. Pour moi, c'est qu'est-ce que ça veut dire changer le monde, à quel niveau on se situe, et que le prédéterminisme de Prométhée, ça ne me plaît pas du tout en fait. Il y a des choses intéressantes dans ce que vous avez dit, parce que je découvre un petit peu tout ça. Mais alors ce prédéterminisme, je trouve qu'il y a eu beaucoup de dégâts avec les sociologues autour de ça, et qui va à l'encontre de justement... Non, mais ne parlons pas dans ce sens-là. Ne parlons pas des sociologues, parce que non, c'est intéressant. On a déjà les psy. C'est vrai, ils sont largement suffisants. Voilà. Donc, oui, en fait, excusez-moi, juste une petite parenthèse, parce que pour vous répondre, je pensais qu'on peut être prédéterminé à changer, mais positivement, parce que j'ai l'impression que vous pensez à la prédétermination, mais négativement. On peut être prédéterminé positivement. Non? Oui, voilà. Donc, il ne faut pas voir comme négatif. Ah bah, c'est très simple, hein. Si on veut laisser les chamans tranquilles, on veut passer au gourou et on veut passer à Bouddha. Et Bouddha est un très bel exemple de prédétermination positive. Je ne dis pas qu'il faut le croire, parce que ceux qui croient, ils y croient. Ce que je veux dire, c'est que surtout le Bouddha ne peut pas faire un acte négatif. Bon, donc maintenant, la prédétermination, il faut s'entendre sur les mots. Hein. Ce n'est pas une prédétermination comme on a vu en physique avant la mécanique quantique. Hein. Ce n'est pas du genre je connais tous les éléments, ça me donnera ça. Vous pouvez avoir une prédétermination et avoir des choix. Mais vous n'avez que ces choix. Il n'y a pas d'autre choix. Vous voyez? Par exemple, si vous prenez en fait la loi des grands nombres sur un jeu de dés, ben, ça va vous faire de la peine, mais d'abord il n'y a que 6 possibilités. Et puis à la fin, comme on le jette souvent, ben, c'est équidistribué. Alors vous allez dire c'est dégueulasse,
Moi j'aurais voulu qu'il y ait un dé où il sorte plus souvent le 1. Oui, mais ce ne sera pas un dé. Vous voyez? Parce qu'en fait, un dé, il est défini comme étant juste sur chacune des faces. C'est pour ça que la somme des deux faces doit faire 7. Si vous amusez à faire une autre somme, vous allez vous rendre compte que ça peut arriver ce que vous vouliez. Donc, le problème de l'acte, de la transformation, on peut le voir aussi par rapport à l'éveil, mais par rapport à Prométhée, c'est est-ce que je fais un acte qui est transgressif, mais pas pour simplement être réactionnaire et dire j'emmerde le système, du genre les dieux sur l'Olympe, ils nous gonflent, ils se réchauffent qu'eux, et nous on se les gèle. Bon, tiens, on va leur piquer, et voilà. En fait, ça va ressembler, ça a été utilisé d'ailleurs en Grèce, c'est à peu près le même truc avec Parmentier en France. Donc les Grecs ne voulaient pas manger des patates, ils trouvaient que c'était nul. Donc le gouvernement... Ils connaissaient les patates? Elles venaient d'arriver, ils trouvaient que c'était vraiment des patates. Ah, quand ils sont arrivés. Voilà, quand elles sont arrivées. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait Capodesia? Il a utilisé votre système, il a dit c'est interdit, et il a mis des gens pour les surveiller. À partir du moment où les Grecs ils ont vu que ça c'était interdit et surveillé, évidemment ils en ont volé. Après, une fois que c'était volé, ben, ils les ont cuits, et c'était pas comme les carottes, ça a continué. Donc le problème c'est quoi? C'est qu'en fait, ça c'est simplement de la réaction. Prométhée, il n'est pas réactif, il est révolutionnaire. C'est complètement différent. C'est-à-dire que ça va bien au-delà de simplement son petit bonheur personnel, du genre, moi j'ai envie d'avoir du feu. Voilà. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'en fait, il ne va même pas l'utiliser, parce que vous voyez que dans le Caucase, au niveau du feu, c'est pas génial. Mais ça rejoint le fait que c'est près de là-bas, là où on croyait, parce qu'il est justement près de mer où il y avait des émanations de métal, etc. Bon. Alors, ce qui est important pour moi, c'est la chose suivante, c'est de ne pas faire la même comparaison entre Prométhée et Antigone, qui va elle aussi faire une transgression, mais ça va être une transgression normative. C'est-à-dire qu'en fait, Antigone va dire, chez nous, il faut forcément que les morts soient ensevelis. Arrive le système, il dit, c'est un traître, il ne sera pas enseveli. Antigone dit, vous avez tort, je l'ensevelis, elle est condamnée à mort, c'est fini. Bon. Là, c'est pas ça. C'est qu'en fait, elle rejoint une norme qui existait avant, la présence d'un système, en disant, c'est normal de faire ça, donc je continue à le faire, et vous n'avez pas le droit de changer le système. Donc par exemple, c'est ce qui arrive quand on a par exemple l'équivalent d'une démocratie, arrive une junte, et il y a des gens qui sont démocratiques, qui disent, moi je vais continuer à faire la même chose, évidemment ils vont en tôle, on les tue, etc. Bon. Prométhée, c'est pas ça. Prométhée, en fait, il fait s'effondrer le système. Le petit vol du feu, c'est ce qui met le feu au baril de poudre. C'est qu'après, tout change. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était très important par rapport à l'opposition entre Dieu, entre les hauts et les bas, le ver de terre et le papillon, c'est du genre, moi j'ai ça, toi tu l'auras jamais. Et là, d'un seul coup, Prométhée le donne. Il dit, ils l'auront aussi. C'est assez intéressant aussi, c'est qu'il ne le vole pas littéralement, dans le sens où il permet aux dieux d'en avoir encore usage. Donc c'est pas simplement un voleur qui prend à quelqu'un qui ne l'aura plus. Donc finalement, il crée un nouvel équilibre. Et donc le positionnement du pouvoir ne se fait pas à partir de l'instrument du feu. Il doit se faire sur autre chose. Alors ça peut être la religion, ça peut être, moi je continue à penser que les dieux c'est important. Alors pour en revenir à ce que tu disais, l'importance du changement et la nécessité d'avoir quelqu'un qui veut changer. Alors ce qui est magnifique, souvent, c'est la chose suivante, c'est qu'on est pour le changement. Alors vous avez remarqué que on est pour le changement parce qu'en fait on ne comprend pas qu'il est périodique. Donc on est tous pour le changement. Mais ensuite on voudrait que les autres le changent. Donc par exemple, on va voter quelqu'un pour qu'il fasse lui le changement. Alors à lui il arrive en fait dans la politique et il vous dit, les gars, c'est râpé, la réalité ne peut pas être changée si facilement. Alors tu te dis, mais alors pourquoi je t'ai élu? Tu aurais pu le dire avant. Ben non, parce qu'avant, tu ne l'aurais pas élu. Donc, pour moi, c'est à peu près l'équivalent de 5 formes. Alors peut-être
Jean-Paul, ça ne lui plaira pas, mais je pense au départ au moins, juste qu'il se positionne pour se mettre sur cette starting block. Alors au départ, il y a la réalité de base, ensuite il y a les actes qui changent la réalité, ensuite il y a la vision qui permet d'avoir des actes qui changent la réalité, parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a des mouvements qui ne changent pas la réalité, et puis il y a des actes qui changent la réalité. Donc si on a la vision, on peut l'imaginer, on peut le concevoir. Ensuite, il y a l'utopie. Donc l'utopie est créatrice de réalité. Donc par exemple, justement, Prométhée, on pourrait se poser la question à quel niveau il se situe. Et ensuite, en fait, on a l'inconcevable. Donc, pour notre part, ce qu'on essaie de mettre en évidence avec Prométhée, c'est que c'était inconcevable, et pas seulement interdit, c'était inconcevable d'avoir le feu. En fait, ils ne se disaient pas, ils avaient essayé à un moment de dire, oui, mais est-ce qu'ils ne se posaient pas la question, est-ce qu'on ne pourrait pas le piquer là discrètement, tiens, qu'on va lui prendre du feu, hop. En fait, c'est pas ça. C'était tellement un interdit qu'en réalité, ce n'était pas un interdit. Parce qu'un interdit, c'est quand je vous dis, je ne fais pas ça. Donc tu comprends bien que tu vois ce que c'est qu'il ne faut pas faire. Mais là, en fait, on ne leur disait même pas, il fallait qu'ils pensent que s'ils le faisaient, ça serait caractérisé comme interdit. Et donc là vient un Prométhée, et il va transformer l'inconcevable en utopie. Et après, cette utopie va devenir une vision, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait se dire après, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le feu? Et pour moi, le problème, la différenciation par rapport à nos vers de terre, puisqu'on a commencé par la Terre, même si les vers de terre, je crois qu'il a démarré. Oui. Voilà. Et même si les vers de terre sont importants, et c'est vrai que sur le plan de la Terre, ils sont même bien plus importants que les humains, on n'arrive pas à transformer autant que les vers de terre. Donc évidemment, comme on n'est pas con, qu'est-ce qu'on fait? On met des vers de terre pour faire le boulot, parce qu'on se dit on n'arrivera jamais à faire ça. Eh bien, le problème c'est, est-ce que le ver de terre peut faire autre chose? Et c'est là le déclic pour moi, par rapport à notre discussion, c'est la possibilité du changement de phase. Le ver de terre, pour Marie-Christine, ton ami Émile Duré, qui connaît bien les vers de terre, c'est est-ce que finalement les vers de terre ne sont pas bien plus prédéterminés que Prométhée, tout en étant totalement libres. En fait, ils sont totalement libres de faire la même chose. C'est formidable. Alors qu'en fait, avec Prométhée, il est totalement contraint de faire ce qu'il veut. Vous voyez? Donc en fait, c'est quand même pour moi le coût de la liberté. Parce qu'on choisir, c'est se priver. Oui, donc vous êtes à peu près d'accord pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils interviennent. Et cette privation, c'est le premier problème. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on choisit et après on se rend compte, oh mince, je serais privé de ça. Eh bien, ceux qui sont de type Prométhée, ils savent à l'avance de quoi ils vont être privés, et malgré ça, ils le font. Et je dirais qu'ils seront de type prométhéen, et pas simplement un changement de phase, quand ils feront ça pour les autres. Alors vous voyez là, je ne fais pas encore de positif-négatif pour pas que monsieur me pète les plombs d'un seul coup. Je dis simplement, je mets une opposition, si vous voulez, entre égoïsme et altruisme. Donc c'est peut-être le moment où ton alter ego va intervenir à un moment, parce que je vois que tu ne laisses jamais le micro, il n'a jamais le micro. Si? Ton alter ego. Si, il le prend de temps en temps. Ah, il le prend rarement, mais il le prend de temps en temps. D'accord, mais quand il le prend, ça doit être explosif. Alors. Ah oui, c'est formidable, c'est toujours formidable. Voilà, donc pour moi, si vous voulez, peut-être la première opposition à faire, si vous voulez, la positif, négatif, ça ne me dérange pas, c'est égoïsme et altruisme. Et donc là, moi je voudrais bien qu'on me montre par exemple des vers de terre altruistes, parce que des fourmis altruistes, il y en a. Non, rigolez pas, c'est vrai. Des fourmis altruistes, il y en a, et faites attention, elles sont presque institutionnelles. Donc vous allez me dire, c'est dégueulasse, ça va être encore prédéterminé. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, quand une fourmilière est attaquée, on a des fourmis, qu'on appelle les soldats, qui viennent crever à l'ouverture. Comme ça, ils bloquent l'ouverture. Elles sont pas altruistes. Comment? Elles sont pas altruistes.
Ah, si. Ah bah, l'altruisme, c'est quelque chose de... Ah, bah, elle crève pour les C'est des autres. robots, enfin, les moyens. Ah, non. Moi, je sais Non. pas. Là, c'est très clair. Hein. Je veux dire, le résultat est quand même sans appel. Elle crève pour toutes les autres. Ça, c'est Si ça, c'est pas de l'altruisme, je veux dire. Vous allez dire une méchanceté sur Jésus, ça continue. Heureusement qu'il y avait deux autres encore, qui n'étaient pas là pour la même raison. Bon, alors, on va pas faire une phrase. Alors moi, justement, vous parlez. Qu'est-ce qui prouve que Prométhée n'avait pas d'intérêt? On dirait, un psychanalyste dirait qu'il n'y a pas de bon gras. Et pourquoi? Qu'est-ce qui Même Prométhée. Même pour moi. Alors, mais, je suis d'accord, mais moi je voudrais revenir sur justement individualisme et altruisme. Très bien, parce que la question se pose pour moi de métier, individualisme et altruisme. Alors, je vais en revenir à... Moi j'aime bien Alexis, vous voyez, en fait tous les autres, quand ils parlent, ils disent d'abord je ne suis pas d'accord, et à la fin ils disent quelque chose qui ressemble énormément à ce qui a été dit au début, et lui, en tant que professionnel, il dit à tous qu'il est d'accord, et il dit exactement le contraire juste après. Voilà. Et moi je me souviens, non, il a commencé à mettre un mais déjà. Il a dit oui, je suis d'accord, mais je veux m'occuper de l'autre. Et je vais lui dire un mais, vas-y. Bon. Alors, altruisme, individualisme, ça c'est très important pour tout ce qu'on dit là. Parce que, je vais reprendre ta comparaison avec Antigone. Et Antigone de Sophocle et Antigone de Talmud. Parce que Créon, qu'est-ce qu'il dit à Antigone? Il dit à Antigone, mais enfin, tu veux recouvrir le cadavre de ton frère, parce que, etc. Et je vais dire, je ne sais même pas quel des deux, c'est si Éthéocle et Polynice, c'est le bon ou le mauvais. Je n'en ai rien à foutre. Ça, Simplement. La version plus récente. Oui, c'est à nous. Que l'autre il sait. Hein. Oui. J'en sais rien du tout. Je vais te dire, ça n'a aucune importance. Simplement pour le peuple, il faut qu'il y en ait un qui pue la charogne pendant 15 jours, parce que le peuple a besoin de ça. J'en ai rien à fiche, ça m'est complètement égal. Tu vas mourir pour ça? Mais va donc avec Aimon, fais l'amour avec Aimon, etc., etc. Et alors elle lui répond, moi ma vie avec Aimon, alors on voit beaucoup de, comme par exemple dit Madame Olivia Rosenthal, ou l'amour du risque d'un autre, on voit bien, finalement on est condamné à avoir une petite vie, à se marier, à avoir des enfants, avoir une maison, avoir un chien, etc. En tout ça, une espèce de même pour le chien, oui, même une petite vie, toujours la même. Finalement, il faut faire éclater ça parce qu'on s'en sort plus. Et alors, c'est ce que dit Antigone. Moi, tu veux me faire ma petite vie avec Aimon, là, je vais acheter une maison, etc., etc. Mais c'est épouvantable, c'est une prédétermination, justement, épouvantable. Moi, je veux quelque chose d'autre, c'est pour ça que... Alors, Aimon lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? En somme, finalement, ton frère, tu t'en fous comme moi, simplement, tu veux faire un truc impossible pour te faire des sensations, c'est tout. Alors, au lieu d'aller crever pour ton frère, fais du saut à l'élastique, tu te feras des émotions, fais quelque chose d'impossible, tu trouveras un tas de choses d'impossibles dans la vie, puisque tu ne veux pas le petit ronron, la prédétermination, des amours molles, etc., etc. Bon, alors... Je vous ai envoyé un petit van à cette côté, j'ai bien vu. Bon, et alors donc, on voit bien que... Finalement, donc, les gens sont durs simplement pour ne pas être mou. Oui, c'est-à-dire que, alors je vais revenir sur autre chose, parler d'énergie, mais que nous, personnellement, alors le monde c'est autre chose, mais nous, personnellement, on a beaucoup trop d'énergie. Et tout le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Et que cette énergie, elle nous... N'éteignez pas le chauffage. Ni les lampes. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, ce qu'il dit. C'est que l'énergie, elle nous dévore, on a la peine à savoir comment faire, on est dévoré par ça, on s'auto-dévore avec ça, et par conséquent, effectivement, il ne peut répondre à cet insatiable que des choses impossibles. Et il faut que le monde soit magique en plus. Et il faut qu'en plus, nous, on soit tous des gens fantastiques. Et si on n'arrive pas à être suffisamment fantastiques, nous, il faut trouver des gens fantastiques auxquels on va se dévouer pour participer à leur du goudou. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de sociologue. C'est largement suffisant. Il a réussi à retomber sur la magie. Oui, oui. Voilà. Est-ce que tu vas parler au monsieur ou pas du tout? Non, mais je lui laisse la parole parce qu'il voulait peut-être dire plus de choses. Mais il était d'accord de toute façon. Alors, monsieur là-bas. Moi, à un moment, quand je parlerai, je vous parlerai. Je voulais reprendre ce que vous avez dit, mais comme on n'est pas con, on fait travailler les vers de terre. Voilà. La preuve est apportée qu'avec nos labourages à grande profondeur, on chasse les vers de terre, donc on est vraiment con. Non, mais non, pas du tout. On utilise cette capacité qu'ils ont à faire du oui, terraforming. Plus on laboure profond, moins les vers de terre peuvent travailler. Ah non, attention. Mais ça c'est quelque chose de connu, ça n'a rien à voir.
La transformation qui est faite avec le labourage est vraiment infinitésimale par rapport à ce que font les vers de terre sur l'ensemble de la Terre. Oui, mais elle n'a pas. C'est toujours le problème en fait. C'est que nous, en fait, on pense qu'on est dominant et on se dit toujours les insectes, ça compte pas. En fait, si quelqu'un a examiné la Terre de l'extérieur, il trouverait une domination incroyable des insectes. Et nous, on trouve quand même qu'on se trouverait assez bien à la vie pour être dominant. Je veux dire juste rajouter une petite chose à ce que j'ai dit qui est essentielle, c'est que finalement, Créon a montré à Antigone qu'elle était soi-disant altruiste pour son frère, car elle n'était pas du tout. Elle était complètement égoïste et de s'occuper d'elle et de faire des choses impossibles. Et c'est la même chose que je pose pour justement notre héros, là. Est-ce que ce qu'il faisait, c'est la question qui a été posée ici, est-ce qu'il a fait ça, il a Prométhée, est-ce qu'il a volé le feu pour lui ou pour l'humanité? Et l'ambiguïté... Il a volé le micro. J'aime bien comment tu fais, tu arrives toujours à avoir un micro. D'accord. Même s'il part sans arrêt. Ce que je veux te dire pour... ce qui est dégueulasse dans ton approche, c'est la chose suivante. Non mais c'est vrai, il s'en prend à un grec. C'est vrai. Bon, moi je suis venu, pas pour me faire voir, parce que je suis là. Ce que je veux dire par là, ni pour me faire avoir. Tu prends un nouille. Mais de quel droit tu prends un nouille pour me parler en fait de Sophocle? Parce que je me disais qu'il est né quand même bien après. Donc en fait, moi, si c'est ça votre problème aussi, c'est pareil aussi avec Brecht. Quand quelqu'un a des problèmes à lui, et d'un seul coup il réécrit une pièce de 2000 ans pour dire je vais la faire moderne, je vais la faire, et en fait on se rend compte que, non, un psy sérieux comme toi devrait se rendre compte que dans Antigone, et ben c'est comme Bovary avec Flaubert, en fait on voit Anouilh, on voit pas Antigone. Antigone, comme elle est formalisée par Échille, d'ailleurs Échille est accusé pour les dames, il est accusé d'avoir des personnages féminins trop masculins, c'est-à-dire qu'en fait, elles pensent, elles réfléchissent, non mais c'est vrai, elles pensent, elles réfléchissent, non mais prenez-moi un personnage, de Sophocle, qui soit con, chez les femmes. Chez les hommes, il y en a. Parce qu'il faut de tout quand même. Mais chez les femmes, en fait, on va prendre des personnages que, à l'époque, on va les caractériser comme trop cérébraux, si vous voulez. Donc, en fait, on va lui dire trop cérébral, on va lui dire ils sont trop masculins. Électre, elle est trop masculine. Antigone, elle est trop masculine, etc. Et donc, quand on veut remettre quelqu'un de normal, eh ben, on lui fout une sœur. Voilà, il se fout Chrysodémis, on fout Ismène. Mais dans ton approche, ça me rappelle un peu le problème quand Freud va analyser Léonard de Vinci via une mauvaise traduction en allemand, et finalement il va faire tout un truc, alors en fait on va se rendre compte que c'était mal traduit, alors lui il a fait le tout sur l'autre. Voilà, c'est pareil, tu fais une analyse d'Antigone ou d'Anouilh. Parce que si tu fais d'Anouilh, on est d'accord. Mais si tu fais d'Antigone, il y en a quand même une autre. Parce que donc, moi si toi maintenant tu commences à écrire un truc sur Antigone, et tu commences à lui dire la magie c'est le plus important, tu vas finir par me dire qu'Antigone est une magicienne qui va la transformer en Circé. Voilà. Elle essaye. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment il faut arrêter, c'est un peu ce que dit aussi Umberto Eco, c'est bien d'avoir lector in fabula, mais c'est bien aussi de se rendre compte qu'à un moment, si l'auteur est à côté, c'est-à-dire qu'en fait, si ici il y avait Sophocle, tu ne lui dirais pas ça. Tu ne parlerais pas d'Anouilh, d'ailleurs ça lui ferait de la peine. Non, donc c'est un successeur, un digne successeur. Oui, enfin, un digne en un mot ou en deux? En deux. Ah, d'accord, très bien. Le problème, en fait, c'est que ça, c'est très relatif, ça dépend des époques. Alors qu'en fait, le principe chez Antigone ou le principe chez Prométhée, c'est des mythes traversants qui appartiennent à des époques bien antérieures. On essaie de les codier, et quand on les codifie, eh bien, au bout d'un moment, on va avoir des gens qui vont vous dire eh bien, c'est à peu près la même chose. Je vous donne un exemple pour venir vers vous. Galilée, c'est difficile de dire qu'il n'a pas changé le monde. Le principe galiléen, etc. Mais, pas sa petite vie. Ça, c'est encore plus formidable. Comme quoi, en fait, on peut changer le monde sans changer sa petite vie. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, même s'il dit, et pourtant elle tourne, il a quand même fermé sa gueule. Donc, quand il a senti le roussi, et le roussi littéral, eh bien, il s'est dit, c'est quand même bien que ça ne tourne pas, et certainement qu'elle est plate. Je vous signale qu'en fait, officiellement, dans l'espace catholique, la Terre n'est plus plate depuis 1979. Avant, jusqu'en 1978, elle était plate. Or,
c'est manifeste que les gens, ils ne sont pas tous crétins, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des avions. Il y a eu un synode alors en 1979. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, en fait, à partir de là, on a dit, bon, on arrête le cinéma, c'est bon. Je vous signale, pour ceux qui sont puristes, que c'est pas écrit qu'elle tourne. C'est simplement qu'elle n'est pas plate. Même pas qu'elle est sphérique, qu'elle n'est pas plate. Donc, vous allez me dire, c'est une raison mathématique parce que c'est pas vraiment une sphère. Bon, peu importe. L'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire que si vraiment on peut se poser la question sans arrêt sur un altruiste, est-ce qu'il est égoïste? Eh bien, on ne se pose pas la question à l'envers. Oui, non. On ne dit pas, tiens, on va trouver une raison altruiste pour autant d'égoïsme. Mais je vais faire quand même ça. Je vais vous dire, si vraiment quelqu'un est conscient qu'il appartient à l'humanité, en aidant ses proches, il est hyper égoïste. Parce qu'il réalise en fait qu'il aide des morceaux d'une entité à laquelle il appartient. Donc évidemment, si vous arrivez à faire... Oui, même, voilà. Si vous arrivez à faire ça, à la fin, altruisme et égoïsme, ça va être vraiment l'alter ego et l'égoïste. Il dit rien, il dit toujours rien. Moi, je l'ai incité. Parce qu'à la conférence était un échec, mon alter ego n'a pas parlé du tout. C'est ça? Non, même quand il ne parle pas, il est bon. Ça fuse. Ça m'inspire. Voilà, il est économe, en tout cas, il n'est pas seulement économiste, apparemment. Alors, allez-y. J'ai tellement pris mon verre, je peux pas. C'est bien, je le voyais, oui. Pas trop long. Non, ce qui me frappe dans le problème qu'il y a avec les technologies, c'est que personne ne sait vraiment ce que c'est. Et le mythe, pourtant c'est un mythe grec, qui sont censés être très bons, mais le mythe est vraiment pas très éclairant, il y a juste une pensée de la technologie en elle-même. Je trouve que le mot pas très éclairant pour Prométhée la lumière, c'est pas le plus adéquat quand même. Vous avez fait exprès. Non. Certainement, enfin, on le Et, connaît aussi. Ah, d'accord. Le feu, par exemple, c'est présenté comme un ensemble de choses, donc c'est présenté comme une technologie. Donc il y a cette pensée-là. Mais sinon, apparemment, il n'y a pas de pensée de la constructivité. C'est le fait que la racine du progrès humain, c'est le fait que la technique est cumulative. C'est pas dans le mythe, apparemment. Et même moi, la seule chose que j'ai trouvée à propos de la technologie, mais j'ai pas beaucoup c'est que c'est de la pensée validée par la matière. Donc ça ne casse pas des barres. Alors par contre, ce qu'il y a dans le mythe, je trouve, c'est le fait que comme l'homme n'a pas une relation à l'humain assez forte pour être capable de vraiment supporter, manipuler la technologie. Ça apparaît dans le fait que vous avez dit à un moment qu'il donne la puissance du feu, des dieux, à des bougies. Donc avec l'effet cumulatif de la technologie, qu'est-ce qui va se passer? Les bougies ne peuvent pas gérer ça, quoi. Et surtout, il y a un deuxième truc, alors qui est... Mais ils y arrivent pourtant. Non, vous allez voir pourquoi on ne va pas y arriver à la fin. Il y a un deuxième truc, c'est l'histoire du foie. Ça, c'est frappant. L'histoire du foie qui repousse tout le temps. Pour moi, je trouve que c'est une image. Sur un mythe, c'est fait pour... Enfin, c'est des histoires règles, c'est fait pour donner des idées, quoi. Et, oui, c'est des idées. Donc le foie, pour moi, c'est l'inconscient humain qui est là, c'est-à-dire la non-conscience, qu'on ne sait pas. Et l'inconscient humain est là, mais comme personne ne s'en occupe vraiment, il est là, il fait super mal, il repousse, et dans le mythe, c'est lié à la technologie. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a la technologie, mais on ne sait pas ce que c'est, surtout on ne sait pas ce que nous on est juste piloté par l'inconscient. On a un inconscient qui fait de plus en plus mal. Ce n'est pas l'ensemble des humains qui a un problème de foi. D'accord. Parce que je vous signale quand même qu'il y a un problème là dans votre transposition. Si c'est Prométhée qui a un problème au foie, il sait exactement ce que c'est la technique et la technologie. C'est lui qui l'enseigne. Mais on sait la faire, on ne sait pas ce que c'est. On sait la faire, on ne sait pas. Non, mais en fait, vous appelez pas un nouille. Parce que c'est toujours pareil, c'est la transposition de nos problèmes sur Prométhée. Prométhée, il a essayé de résoudre des problèmes des gens de l'époque. Et déjà, il arrive à en résoudre même de certains de cette époque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est simplement un transfert que vous êtes en train de faire. Parce que pour ce qu'on appelle technologie, c'est pas autant technique. Hein. D'abord, il parle de science. Les aspects techniques sont très calculés. C'est-à-dire, en fait, ça va être construction navale.
On est en Grèce, hein, on ne veut pas des igloos. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça va être des choses très très pratiques à partir desquelles, quand vous allez définir ce qu'on va appeler l'hellénisme, eh bien, il va se construire à partir de ça, c'est-à-dire des bateaux, des ports, la science, mais c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, nous, la science maintenant. Donc la difficulté, par exemple, de la technologie, du genre, le grec moyen ne sait pas comment le bateau fonctionne, c'est pas son problème, ça. C'est pas de la télé, hein. C'est pas du tout cette préoccupation. Cette préoccupation à l'époque, et quand vous dites, par exemple, que c'est cumulatif, ben oui, mais même si c'est cumulatif, il faut bien commencer. Une avalanche est cumulative, s'il n'y a aucun grain qui tombe au départ, elle ne peut pas s'accumuler. Donc même dans les principes cumulatifs, on est obligé d'avoir le premier pas. Donc l'ignition, hein, eh bien ce premier pas, il est obligé d'être fait par quelqu'un. Là, en fait, le mythe résout un problème, c'est comment démarrer l'approche scientifique, et il dit, bah voilà, c'est Prométhée qui l'a enseigné, mais Prométhée aurait pu ne pas le faire. Là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est exactement ce qu'on va reprendre avec Mao, quand il va dire tout simplement ne lui donne pas un poisson, mais apprends-lui à pêcher. Prométhée, contrairement aux dieux, paradoxalement, ne donne rien. C'est vraiment l'enseignant. En fait, il donne simplement des façons de procéder pour aboutir à des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas dans le mythe, il va leur donner des bateaux. Non. Il leur explique comment construire des bateaux. Donc, en fait, c'est l'ensemble de ces processus, il permet à l'humanité, en apprenant des schémas mentaux, de pouvoir les appliquer comme elle veut, comme elle peut, à son niveau. Il n'offre rien. L'aspect technique, souvent, qui est posé à notre société à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on vous donne, par exemple, ce micro. Le plus probable, c'est qu'il n'y a aucune personne ici qui sache vraiment exactement comment ça fonctionne. En gros, on sait. En plus, comme il est sans fil, ça va être plus compliqué. Alors, on ne va pas faire une interro là-dessus, mais vous imaginez, ça serait une catastrophe. Pourtant, je vais continuer à parler sur le micro. C'est complètement différent. Prométhée ne donne aucun objet. Et en réalité, il revient à votre critique, en réalité, il ne donne que des idées. Justement. Mais le problème, c'est qu'avant, c'était inconcevable. Parce que justement, il y avait le problème de l'interdit. Et je pense qu'on pourrait appeler maintenant à notre époque, enfin, le réinterpréter en disant que c'est une plateforme d'idées. C'est-à-dire, en fait, il dit, avec le feu, vous pouvez faire différentes choses, à vous de choisir. C'est une plateforme, c'est une source d'énergie. C'est pareil comme nous, par exemple, on pourrait dire le pétrole ou l'énergie éolienne. Bon, bah, après, il faut savoir ce qu'on peut en faire. Mais c'est une possibilité qui est donnée et qui est offerte par un enseignement gratuit. Alors, pour venir à monsieur avant qu'il s'en, parce qu'il s'en est déjà emparé, votre problème, est-ce que c'est un problème de la personne qui est altruiste ou est-ce que c'est un problème de la personne qui ne peut pas concevoir l'altruisme? Moi, je voulais juste faire un peu répondre une parenthèse, justement. Simplement, juste un petit truc. Ça ne gêne pas la personne altruiste qu'on puisse penser ça d'elle. Je ne suis pas du tout d'accord, comme vous avez dit, qu'il n'y a aucun acte qui est gratuit. Non, mais il ne l'a pas dit exactement. Il a fait un contournement. Non, non, mais il a utilisé à bon escient Paul faisait la psy, etc. Puis certainement un psy va venir. C'est une question. Oui, mais vous voyez, mais. Il n'y a pas d'acte gratuit. Pour moi, si. Ça m'arrive d'en faire des actes gratuits. Je vais prendre du temps pour des gens qui sont des amis, pas du tout des gens que je vais aider. Mais voilà. Mais après, vous dites oui, c'est parce qu'on a conscience de faire. Non, mais moi je suis pire que vous, parce que vous essayez de lui répondre. Moi, je n'essaie pas de lui répondre parce qu'il n'a pas posé de question, en fait. Ouais. Donc, en fait, c'est pareil, il y a quelqu'un encore plus subversif, je vois sur le côté, qui dit c'est peut-être ce que vous croyez que vous avez fait un acte gratuit. Et ça aussi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est si personne ne le croit, si tout le monde le met en doute, est-ce que ça change l'acte? Parce qu'imaginez, pour moi, le pire, c'est que quelqu'un ne fasse pas l'acte, parce qu'on va lui dire après coup, non mais tu crois que tu l'as fait, pour ça. Et où quelqu'un va lui dire, finalement, tu es quand même un gros égoïste. Eh bien, on s'en fout. Ce n'est pas grave, parce que c'est permis à tout le monde d'interpréter un autre acte, et tout le monde pourra toujours l'interpréter négativement, positivement.
Mais moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que vous avez fait un acte qui a provoqué un changement de phase et qui n'est pas simplement un mouvement. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les interprétations et les surinterprétations d'un acte qui a changé le monde peuvent, elles, être des mouvements, c'est-à-dire qu'elles ne changeront rien. Quelle est la différence avec Lucifer, du coup? Est-ce que ce serait pas la même chose? Vous voulez dire Lucifer, mais qu'on soit d'accord, qu'on s'est dans le sens. Mais Lucifer, par exemple, chez Goethe. Celui par qui arrive la lumière, lumière. Oui, je sais, Lucifer, c'est l'étymologie. Mais le problème, c'est que. En mythologie. Non. Soit vous me faites l'étymologie et on est dans le cadre, soit parce que là, vous en prenez qu'un morceau. Parce qu'en fait, vous vous rappelez que ce n'est pas exactement le porteur de lumière. C'est qui provient de la lumière. Le Lucifer, en fait, c'est une déformation qu'on a fait. En fait, au départ, c'est quand même l'histoire d'un ange déchu. Donc, on choisit en fait le meilleur. Ça ressemble en fait à le schéma de type Judas. Très proche, trop proche, éloigné. Et là, en fait, avec Lucifer, n'oubliez pas qu'au départ, Lucifer n'est pas là où il est à la fin. Donc, s'il n'est pas là où il est à la fin, ce n'est pas un porteur de lumière. C'est simplement en fait un transporteur. C'est pas pareil. Celui par qui arrive, c'est pas ça le... Non, parce qu'en fait, non, pas du tout. Parce qu'en fait, au départ, tout ange, et même les archanges, c'est encore meilleur, on pourrait considérer qu'ils sont porteurs de lumière et même porteurs d'évangile. Donc, la bonne parole. C'est pour ça que ça s'appelle ange. Ange en grec, ça veut dire messager. Ça ne fait rien d'autre. Mais là, en fait, le problème avec la transposition, elle n'est pas valable dans le sens où l'idée chez Lucifer, c'est justement le rejet du premier pour être le premier en étant le second. Donc, si j'arrive pas à être le premier, je réagis et je fais mon camp. Mais Prométhée ne fait aucun camp. En fait, il reste exactement dans le même cadre. Il n'y a aucune déviation par rapport à ça. Et ce que je vous disais à la fin, le mythe n'est pas transformé. Il est bien condamné à vie avec la pierre attachée à lui. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à trouver, via l'intelligence, une déformation et l'existence d'une solution sans avoir un renoncement de la condamnation. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un seul coup, par exemple, Zeus qui dit, bon, finalement, on le libère. Non, pas du tout. Non, il va être libéré par le subterfuge d'Athéna et la collaboration d'Héraclès, mais il sera continuellement condamné sans avoir créé aucun royaume, aucune entité à l'encontre. C'est simplement les humains, ils ont aussi le droit d'avoir le feu au départ, mais en réalité c'est la lumière. Et c'est assez intéressant quand on voit les transpositions ensuite chrétiennes, c'est que le Christ se définit comme « je suis la lumière du monde ». Et donc en fait on a un peu ce passage, on passe du feu, qui peut avoir un aspect, alors les spécialistes du négatif, positif, etc. Et puis après on va passer à la lumière, où là je veux bien entendre du négatif et du positif par rapport à la lumière. Vas-y. Oui, alors je vous passe très rapidement le micro, mais je veux dire simplement quelque chose parce que effectivement je ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose de gratuit. On fait toujours les choses, et les choses, on peut faire les choses à la fois par rapport à la société, par rapport au monde, mais c'est aussi, ça nous permet d'exister. C'est-à-dire qu'il y a toujours un versant altruiste. Non, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est uniquement dans le fait d'apporter du bien à quelqu'un. Et c'est pas oui, mais on existe. On existe là-dedans. Non, mais moi j'aime bien, c'est l'égoïsme parce qu'on appartient à nous-mêmes, on est des parcelles de l'humanité. Tu veux lui expliquer qu'il n'existe pas. Mais non, on cherche tout le temps, on est en perte d'existence, c'est-à-dire qu'on a des pulsions insatiables et en même temps, au point de vue narcissique, on est en béance narcissique continuelle. Quand je fais comme ça, je sais pourquoi je le fais. C'est parce que pour moi, je sais que l'humanité ne peut pas vivre normalement sans cette histoire d'entraide, de solidarité, d'entraide, d'amour. Simplement, je vais employer le mot amour des autres. Oui, mais vous ne voulez pas voir, ça vous fait exister, ça. Non, parce que là, moi je me passerai de ça, j'ai pas le temps. Voilà, je préférerais prendre du temps, je veux dire, pour moi, égoïstement, là, pour moi, faire de choses. Mais les deux sont inséparables. Et des fois, je
Mais ça, ce que tu dis là, c'est pour un principe. parce que je sais que si tout le monde faisait comme C'est un ça, principe. Si c'est un principe, tu peux pas le démontrer. tout le monde devrait vivre comme ça. L'humanité ne s'en sortira que grâce à nous et pas grâce à l'argent. Voilà. C'est pas vrai ça, parce qu'on cherche des ennemis, on a besoin d'ennemis pour exister continuellement. Mais bien sûr que si, vous voulez pas le voir. Et ce qui est terrible, c'est quand on a plus. Attendez, j'ai sauté quelque chose dans mon raisonnement. C'est quand on est dans les mondes qu'on a besoin d'ennemis. Moi, je n'ai pas besoin d'ennemis, j'en ai eu assez dans ma vie. Et ce que je veux dire, c'est que pour exister, tout le monde a besoin de se rebeller dans sa vie. Il s'est rebellé contre ses parents pour exister. On ne peut pas faire autrement. Et alors, cette rébellion. Mais est-ce que vous croyez que ça continue pas à l'adulte? Bien sûr que si. Et se rebeller. Alors là, les règlements de compte vis-à-vis des parents, ça continue toute la vie. Toute la vie, ça continue. Ça ne s'arrête pas, il faut pas croire que ça s'arrête. Le règlement de compte avec les parents. Mais même quand ils sont morts, on continue. Excusez-moi. Vous avez le droit d'être une exception formidable. Vous avez le droit. Les parents sont vivants encore. Bon, alors ce que je veux dire, c'est que la rébellion, il n'y a qu'à voir maintenant, on est dans un siècle où justement, tout le monde se rebelle pour exister. Enfin, continuellement, il y a une rébellion de partout. À partir de 2001 Si tu veux, 2001. Alors, je lis simplement ce que dit justement Marcel Gauchet, vous savez, tout un truc sur Marcel Gauchet. Il dit que finalement, insoumis, tout le monde est insoumis, les stars se croient en rupture de banc, les intellectuels se veulent subversifs, nous sommes dans un monde peuplé de rebelles. Et alors, ce que je dis, c'est que la rébellion, finalement, on se rebelle contre qui? C'est ça le problème. Il faut trouver quelqu'un dans leur nos parents, dans l'enfance. Mais après, ça ne suffit plus, les parents. Il faut qu'on se trouve des ennemis. Et il y a un article qui dit que Poutine, c'est formidable parce qu'il nous permet, si l'Occident sortait de sa torpeur grâce à Poutine. Et alors, le pire, c'est quand on n'a plus d'ennemis. Le problème, c'est parce que si on n'a plus d'ennemis, on ne peut plus se rebeller. Alors ça, c'est un schéma, c'est une caricature, c'est ce que je fais là. Mais finalement, on se rend bien compte que les ennemis nous sont absolument essentiels. Et que quand on va perdre un ennemi, mais il faut en trouver un autre. Alors un autre, qui sera n'importe qui, n'importe quoi peut-être. Alors le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des ennemis qui sont suffisamment intéressants, qui nous valent. Non, mais il a dit que c'était un principe. Ah ouais, mais il faudra le démontrer. Ah ben non, André, on ne démontre pas les principes. S'il a dit principe, il est sorti de l'auberge. S'il avait dit non, mais il a le droit de le dire. Voilà, il y a plusieurs personnes qui veulent dire. Je dirais que ce n'est pas une histoire de principe, mais en psychanalyse, ça s'entend tout à fait. Enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, on le voit. Enfin, c'est ça, c'est votre problème, hein, c'est pas de nous. Ah non, c'est votre problème. Non, mais je veux dire, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans un cas de psychanalyse. Donc si c'est un principe, c'est un principe. Je voulais simplement dire que moi je me demande si dans l'humanité, en fait, est-ce que le propre de l'humanité. Vous parlez très près. Très près. Voilà. Alors, oui, non, moi je me demande que. Voilà, je ne sais vraiment pas comment ça marche. L'interlocuteur. Que dans l'humanité, moi il me semble qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui fait que, en fait, c'est intrinsèque, on recherche le progrès de l'humanité et qui fait que, enfin, Prométhée par exemple, pour aller se cramer le foie, pour aller apporter du feu à tout le monde, mais est-ce que justement, par exemple, le fait que l'humain se reproduise, je me dirais c'est comme toutes les espèces, mais en même temps, dans l'acte de l'éducation ou l'acte de l'enseignement, comme cette Malala, je crois, c'est ça, hein, Malala, qui se bat tant que ça pour l'éducation, est-ce que justement, c'est pas un acte du même type en fait, où on veut changer le monde, quoi, parce qu'en fait, quelque part, et que du coup, c'est vraiment intrinsèque, quoi, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit en nous et qui nous fait vivre. Que si en fait on n'avait pas ce but de faire progresser l'humanité, en fait on serait mort quelque part. Voilà, enfin on serait du surplace, bah oui, c'est un peu comme voilà. Du coup c'est ça qui nous fait aller vers justement enseigner des choses, bon voilà, faire que du coup pour la génération qui arrive, on va leur enseigner des choses pour que derrière ça soit acquis pour eux et qu'ils puissent passer à autre chose. Un petit peu comme vous disiez, bon bah voilà, maintenant ils ont fait, ils peuvent passer à autre chose. Et bon voilà, enfin je sais pas, pour moi c'est pas. Du coup, on n'est pas forcément dans un truc antagoniste, altruisme, égoïsme. Bien sûr, moi je vois bien que l'altruisme, de toute manière, c'est même égoïste, hein, puisque des fois l'altruisme, c'est un antidépresseur, tout simplement. Donc, pour lutter contre la dépression, il suffit d'être altruiste et puis c'est bon. Quoi.
Il faudrait l'enseigner ça, parce que c'est là quand même qui sont encore. Non, mais c'est vrai, voilà. Il y en a encore qui sont sous médicaments. Donc voilà, non, mais je suis pas d'accord par rapport à ça, c'est ça que je veux dire, quoi, en fait. Mais pour passer à autre chose, c'est juste pour dire que voilà, moi je suis quand même convaincue que c'est ce qui donne de l'intérêt aussi à la vie humaine, quoi. C'est que si on ne cherche pas le progrès, à quoi ça sert? Oui, mais le progrès le progrès de l'être humain en tant que... Justement, mais bon, peut-être que là quelqu'un va intervenir et dire oui, mais pourquoi on est prédéterminé par la notion de progrès? Il y en a qui pourraient se dire, je serais très bien comme ça, je veux dire, pourquoi il faut qu'on progresse? On est insatiable, on est insatiable. On est insatiable, on est insatiable. Donc en fait, moi ce que j'adore, c'est quand on se tue la vie toute la journée au boulot pour finalement avoir du temps à soi où on ne fait rien. C'est quand même magnifique, quand même. Je veux dire, et après on dit, j'espère que dimanche arrivera. Et après, qu'est-ce que tu as fait dimanche? Rien. C'était bien. Donc, je veux dire, si maintenant on faisait la multiplication, pas des petits pains, mais des dimanches, on faisait 7 jours de dimanche, bah, il y en a qui trouvent ça bien. Je veux dire, Alexandre avec Yves Noiret trouvait ça bien. C'est les autres qui viennent l'emmerder. Je travaille tout le temps pour progresser. Je ne parle pas du travail, je parle de la notion de progrès. On est d'accord, moi je suis pour le progrès. Mais je veux dire, je me fais l'avocat du diable avant qu'il intervienne. Il pourrait dire, oui, mais alors pourquoi on serait pour le progrès? Voilà. Donc maintenant, on pourrait dire, moi je serais contre le progrès. En réalité, si je voulais définir cet objet, je dirais que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la société, pas l'humanité, peut-être la première fois qu'on utilise ce mot, normalement il faut voir s'il faudrait l'utiliser, la société ne désire que le présent éternel. Et en fait, c'est pour ça que la société n'aime ni l'histoire ni l'avenir. Parce que l'histoire, il faudrait qu'elle le connaisse, et l'avenir, eh bien, elle se dit, merde, si ça change. Et donc, en fait, on se retrouve avec la notion de survie, et faites attention, parce que si c'est juste la survie, on va vite vers le conservatisme. Et en fait, parce qu'il n'y a plus aucun risque. Donc on se dit, si je fais le moindre truc, je vais crever, donc je ne le fais rien, au moins je suis encore là. Et je peux vous assurer que ça s'applique en politique, ça. Donc l'apraxie en politique, c'est une forme de survie. On ne peut pas dire, tu as fait cette loi. Ah non, moi je n'ai pas fait la loi, j'ai jamais voté. Je n'étais pas là d'ailleurs. Bon, alors, et c'était permis par l'Assemblée. Donc, pour moi, vraiment la différence, c'est que Prométhée, et là je vais mettre les pieds... pour moi, c'est la définition, ce serait la mémoire du futur. Donc, pour t'embêter, c'est même écrit sous une pièce, donc comme ça, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, donc c'est plus qu'un principe. L'idée, c'est quoi? C'est quand on fait un geste, souvent, on peut être amené, vous avez parlé d'inconscient, à ne pas le réaliser. Et il y a des gestes, en fait, qu'on va réaliser pour créer des souvenirs. Par exemple, je ne sais pas, un truc simple, vous allez en vacances exprès dans un endroit magnifique, et comme ça, vous y allez, et en réalité, votre but, c'est de pouvoir avoir des souvenirs après. Imaginez que vous allez à un endroit et vous n'avez aucun souvenir après, ça serait une catastrophe. Hein? Vous avez une maladie, vous allez à l'endroit, d'ailleurs, nous, on a des problèmes même quand on n'arrive pas à raconter ça à quelqu'un d'autre. Parce que si vous n'avez pas des amis pour raconter votre voyage, vous n'allez pas voyager. Bon. Si, je t'assure, c'est vraiment très difficile. C'est pire que de ne pas avoir des ennemis. Vous avez des ennemis qui vont trouver, tu peux taper sur quelqu'un. Mais avoir quelqu'un qui va t'écouter, qui va te dire ce voyage était magnifique, j'ai fait ça et ça et ça, le mec te dit je m'en fous. Et là, c'est vraiment, ça te tue. Non, mais ça, j'en suis sûr. Justement, il ne faut pas lui raconter des voyages. Mais le problème, c'est quoi? Voilà, mais en fait, vous voyez, les pas pour les autres. Profondément égoïste, moi je voyage pour moi, j'en ai rien à foutre des autres. Bien sûr. Je ne vais pas montrer mes films, d'ailleurs, je ne prends pas de photos, rien du tout. Pourquoi il y a des films si tu ne prends pas de photos? Non, mais j'ai pas de films, non. Enfin, j'avais des films de mes enfants. C'est difficile d'avoir un ami mathématicien. Oui. C'est aussi pire d'avoir un philosophe des mathématiques. Mais parce qu'il retient ce qu'on lui dit. Donc le problème, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, en fait, on fait des gestes. Je vais vous dire d'ailleurs un truc, vous allez voir que ce que je vais vous dire là, ça va vous emmerder quand on va partir. Vous allez voir. Alors, je vous préviens quand même comme ça. Eh bien, nous, ce qu'on aime bien, c'est qu'on aime bien répéter la journée. C'est pour ça qu'on dit tous les jours bonjour. Vous voyez? Alors, on dit bonjour,
bon après-midi, si on y arrive, en général, on s'arrête sur bonsoir. Vous allez voir là, en disant ça, je vais vous emmerder pour dire bonsoir. Parce qu'en fait, quand on dit bonjour et bonsoir, on veut que le lendemain, on redise bonjour et bonsoir. En fait, on aime bien la répétition de la journée. C'est-à-dire qu'en fait, notre vie, quand c'est justement pas un changement de phase global, mais c'est un changement de phase locale, eh bien, on voudrait que cette journée, eh bien, ça soit la même. C'est pour ça que des fois, on n'a pas envie de le faire, on dit, bah, je le ferai le lendemain. De toute façon, le lendemain, ça sera la même journée, ne vous inquiétez pas. Donc, on répète. On arrive à l'école, l'enseignement. Là, on découvre qu'il y a la semaine. Il y a le programme de la semaine. Il n'y a plus le programme que seulement de la journée. Alors, après, ne vous inquiétez pas, on revient à la case départ parce qu'on rentre au boulot et là, de nouveau, on arrive, ça, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Donc, vous voyez, ce code-là, ça nous permet en fait d'avoir un présent éternel. Et là, justement, il y a absence d'évolution. Or, l'humanité, comme elle veut de l'évolution, le progrès, etc., eh bien, elle est tout le temps en rupture, en affrontement par rapport à la société qui, elle, voudrait être telle qu'elle. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, dans le cadre de la stratégie. Vous dites, par exemple, à des gens dans un pays, ici, on est en France, on considère que vous êtes tous français, et je vous dis, est-ce que vous voulez que les frontières changent? Alors là, c'est ça, j'adore, là d'un seul coup, les rebelles, les machins, il y a un moment, il ne faut pas déconner. Donc, non, c'est très bien comme ça. Alors, ce qui est formidable, c'est que les sociétés ne veulent pas que les frontières changent. Si maintenant vous regardez l'histoire de l'humanité, les frontières changent tout le temps. Alors, en fait, les sociétés sont de la photographie. C'est coupé. Et l'humanité, c'est le film. Pour ça, je t'ai dit, est-ce que tu as des films ou des photos? Bon. Alors, l'humanité, en fait, il y a un continuum avec une évolution, et la photo, c'est la photo, c'est tout. Donc la société, quand vous lui dites, on va changer de frontière, immédiatement, vous allez penser à quoi? Vous allez penser, est-ce qu'on va agrandir ou aller dans l'autre sens? Ou est-ce que vous en foutez qu'on change de frontière? Et vous allez voir que si je vous tricote un peu plus, là, ben, vous allez vous rendre compte si vous êtes social ou humain. Et là, vous allez voir rapidement que l'aspect social revient très très vite. Quand on remet en cause, c'est quelque chose qui était quand même pas à remettre en cause, c'était bien comme ça. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand Prométhée arrive, il arrive, il met les pieds dans le plat, et il pose un problème, c'est l'interférence du passé et du futur avec le présent. Je fais un geste pour le futur, il appartient au passé, il me change le présent. Et là, tu pourrais l'interpréter comme le problème en fait des adolescents avec les parents. Le problème en fait chez Prométhée, c'est l'anarchie. Il n'accepte pas que simplement on suive des principes et il met en évidence les valeurs. Et donc les valeurs diachroniques ne peuvent pas être représentées par des principes de société. Par exemple, dans une société, on a des lois. Donc on n'est pas dans la loi, et ben on est hors la loi. C'est très simple. La loi et la valeur, c'est pas la même chose. Comment? Loi et valeur, c'est pas la même chose. Non, justement, exactement, c'est ça le problème. Donc en fait, au bout d'un moment, la société change, on change la loi, l'autre elle est pérenne, on peut même vous accuser de suivre la loi précédente alors que la loi a changé, vous pouvez même aller en prison parce que vous suivez la loi de l'autre époque. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vraiment vous êtes emmerdé par la police, vous dites, ah non, attention, il faut définir dans quelle époque vous suivez la loi. Vous voyez, vous imaginez si vous disiez ça? Vous diriez, vous foutez de moi. Bon, donc le problème c'est que les lois changent sans arrêt, et on ne suit que les lois. Et le problème c'est que les valeurs ne changent pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'opposition Antigone, alors attention, il ne faut pas qu'on se fâche pour rien, Antigone, la mienne, la tienne, elle dit, tu ne peux pas changer les valeurs. Tu peux être un système, tu peux être pourri, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas changer les valeurs, et les valeurs c'est un mort doit être enseveli, quel que soit ce qu'il a fait. Et donc l'autre il dit, mais si on a le droit de changer, je vais changer. Et toi tu seras condamné. Et ce qui est assez intéressant, vous pouvez le faire comme test, faites-le avec vos amis ou plutôt avec vos ex-amis, comme ça vous aurez des ennemis à volonté. Vous leur dites, surtout aux femmes, vous leur dites, est-ce que tu voudrais avoir comme fille Antigone? Et vous allez vous rendre compte que celles qui sont officiellement libérées, intellectuelles, etc.,
vous diront Antigone, c'est très bien comme modèle, mais pas pour ma fille. Il n'y a pas de fille qui s'appelle Antigone. Vous connaissez les filles qui s'appellent Antigone? Parce qu'en fait... Ismène, oui, Antigone. Bah oui, évidemment, tu vois bien pourquoi. Voilà, parce qu'au niveau en fait social, on n'a pas envie d'une chieuse. Parce qu'en fait, au niveau social, la seule chose qu'on retient d'Antigone, c'est qu'elle ne peut même pas suivre la loi. Or, tu te satisfais de rien. Tu te satisfais de rien. Voilà. Le problème, en fait, c'est que justement, c'est assez drôle. C'est que si vous pouvez faire le test même en Grèce, ça marche aussi. Ça, c'est encore plus flagrant parce qu'Antigone, c'est quand même un prénom qui existe. En Grèce, ça existe. Oui, courant. Ne t'inquiète pas, c'est jamais le bon, c'est jamais l'autre, c'est une autre. Bon. Oui, il y a des choses en fait qu'on admire, mais on ne veut pas les avoir chez soi. Vous voyez? Voilà. Donc, ce que j'essaie de vous dire, cette opposition, et donc pour en revenir à lui qui veut parler, pour l'histoire du foie, le foie, c'est pas du tout le problème de l'intention que vous voulez, c'est tout simplement, il l'a déjà montré, il l'a vu faire un moment, c'est simplement que c'était l'organe le plus important à l'époque. Pour l'Antiquité grecque, ce n'est pas le cœur ni le cerveau. Ils ne savaient pas en fait à quel point c'était important. Par contre, ce qui était très important, c'était le foie, parce qu'il y avait des répercussions directes, et c'est pour ça que vous voyez très bien ce qu'on appelle la théorie des humeurs, et vous voyez en fait le type qu'on les appelle colériques, on les appelle bilieux. En fait, tout ça, c'est tout autour du foie. Hein? Quand vous l'appelez cardiaque, en grec, cardiaque veut dire ami. Ça ne veut pas dire que vous avez un problème cardiaque. Vous avez un problème cardiaque parce que vous aimez l'autre. Je voudrais faire une objection avant de passer une objection très courte. C'est-à-dire que tu dis que finalement la société ne veut pas changer, c'est nous qui voulons changer. Moi, je considère que... Non. Chaque personne qui est dans la société ne veut pas changer. Ah ben moi je pense que nous sommes complètement contradictoires. À la fois nous ne voulons pas changer, nous voudrions vivre dans une éternité, on ne bouge pas, et en même temps nous voulons qu'il change. Je suis d'accord. Pris dans une contradiction personnelle, c'est pas seulement l'État, etc. Ce qu'on voudrait en fait, c'est que ça change globalement sans qu'on s'en rende compte. Je sais pas avec M. Chartier, mon ennemi en café-philo, c'est quand c'est pas le sujet. Là, le sujet, je suis désolé, on n'a pas du tout traité, on a fait que parler de politique, donc je vais traiter le sujet. Tu dis ça à chaque fois. Non, à chaque fois que tu dis ça. C'est une blague. Non, osez l'impossible. Vous avez raison, parce que les mauvaises blagues, quand on les répète, tout le monde finit par rigoler. Alors que les bonnes, on finit par se casser. Donc, vous l'avez fait au numéro 137, vous pouvez le faire au 138. Ça marche aussi. Allez-y. Un nouveau Prométhée. Alors, et là, vous verrez qu'effectivement, la mémoire du futur cette fois, c'est-à-dire, on va dire, c'est l'énergie. Moi, ça me fait irrésistiblement penser au transhumanisme. C'est le nouveau Prométhéen, il veut carrément modifier l'ADN, le cerveau, tout. Donc, on va se retrouver avec je vais pas dire des gens ou des humains, avec des machins qui seront immortels, par modification de l'ADN. Ils auront un QI à 200 ou 300, et un QH, c'est un quotient humain d'une litre. C'est-à-dire parce que c'est des gens qui vont être dans des écoles pour génie, après des collèges pour génie, après des lycées pour génie, une fac pour génie, puis après ils iront directement avec leur hélicoptère chez eux, pour se poser en haut de leur tour financière, les gosses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et pour ces gens-là, donc c'est dans 50 ans, pas plus, nous, les autres, les humains, ça sera juste des multiples, c'est-à-dire des gens qui produisent du gaz carbonique, et puis surtout quand ils se reproduisent, alors là c'est l'horreur absolue, c'est une production de gaz carbonique. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les multiples? C'est moi qui peux lui répondre. Qu'est-ce qu'on fait avec les multiples? Alors on les élimine. Et donc ces nouveaux Prométhées, les transhumains. Non, c'est pas grave. Allez, je m'en occupe. Alors, pour vous dire, en fait, c'est pas la peine en fait de faire tout ce cinéma. Je vais vous dire un truc très simple. Si vous avez des problèmes avec le QI, si vous attendez une cinquantaine d'années, vous les aurez déjà les gens tout seuls, sans même avoir rien fait. Parce qu'il faut bien vous rendre compte qu'avec l'évolution, si vous prenez les gens par exemple qui étaient il y a 500 ans et qui étaient autour de 100, à l'époque, maintenant en fait, ça serait des huîtres pour vous. Donc vous inquiétez pas, le phénomène d'huître arrive sans arrêt. Et on a les autres aussi qui sont toujours au-dessus des huîtres. Donc c'est moules frites. Oui, parce que ça dépose. Alors, le problème c'est quoi? C'est que ces élucubrations sur le problème de fabriquer un machin, vous n'avez pas besoin d'en fabriquer.
Ça se fabrique normalement parce qu'il y a suffisamment de gens qui sont crétins, il y a suffisamment de gens qui veulent... C'est un crétin. Ne t'inquiète pas, on pourra le dire. Alors, il y a suffisamment de gens dans toutes ces catégories, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème de fabriquer de l'ADN pour avoir des gens intelligents. On n'a pas eu besoin de modifier l'ADN de Léonard de Vinci pour avoir Léonard de Vinci. Bon, il est arrivé, c'est pas de sa faute, enfin, Archimède non plus. Bon, alors, c'est pas non plus la faute des gens qui étaient autour d'eux de ne pas comprendre ce qu'ils racontaient. Mais là, l'important, c'est que, après 2000 ans, là, on commence à comprendre ce qui fait Archimède, ça va. On commence maintenant, c'est bien. Alors, l'idée, c'est quoi? Prométhée, où il n'y a pas de nouveau Prométhée, c'est pas un problème de type on veut créer un surhumain, parce que si on veut un surhumain, c'est très simple. Vous lisez les BD. Vous avez Superman, ça va très bien. On se réjouit, ça fait plaisir aux gamins, vous l'utilisez, vous savez. Tu imagines par exemple, tu donnes à tes gosses la tenue prométrique. Super. Le mec te dit, c'est quoi ce torchon? Voilà. Bon, alors il faut voir comment ils étaient habillés à l'époque. Alors qu'en fait, si vous mettez tous les héroïques machin et votre le grand S, hein, sans doute comme un verre de terre. Voilà. Eh bien, les gens trouvent ça très bien. Et si vous voulez avoir des couleurs criardes et quelque chose qui soit assez kitsch, eh bien c'est très bien aussi. Mais ce qui est drôle, c'est quoi? C'est que par exemple les héros, c'est pour ça que c'est intéressant de voir justement comme Echo a dit de Superman au surhomme. Eh bien, quand en fait ça va être créé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça ne va pas être créé en fait pour faire plaisir aux petits gamins. Ça va être créé comme outil de propagande, parce que quand vous allez avoir le Capitaine Américain, eh bien, il va être là pour vous sauver. En fait, quand vous regardez la BD, vous allez vous rendre compte en fait que c'est les Allemands nazis, on les a décorés autrement, mais c'est la même chose. Donc, ça rejoint un problème de nécessité pour retrouver des repères, mais le problème pour moi, si on veut le définir, et pour parler du sujet, c'est est-ce qu'on construit des phares ou est-ce qu'on n'en construit pas? Parce que les phares, ça a l'air d'être quand même totalement inutile, c'est immobile, c'est chiant d'y rester dedans, et on continue à en faire. C'est pourtant justement des porteurs de lumière, comme M. Lucifer, c'est des porteurs de lumière pour des gens qui bougent et pour pas qu'ils crèvent. Donc si vous voulez définir une sorte d'altruisme, vous pourriez me dire, si vous me dites maintenant que le phare c'est égoïste, je suis sûr que vous allez trouver quelque chose, eh bien on pourrait se dire, est-ce que c'est utile? Or, l'humanité continue à fabriquer des phares, et des phares de l'humanité, pour éclairer les autres, alors qu'eux, ils ne bougent pas. Pour moi, Prométhée, c'est un point justement fixe, il est condamné, il a fait son travail, l'humanité évolue grâce à lui, il n'en profite même pas, il est sur place, c'est exactement comme le phare aide tous les bateaux qui bougent, pour pas qu'ils sombrent, et finalement, est-ce qu'il participe au voyage? Non. Alors peut-être qu'en fait, une façon d'aider le progrès, c'est d'avoir des points d'ancrage où on puisse se dire, il y a ça avant et après. Je m'explique. Par exemple, on fait cette conférence ici, c'est le numéro 137. Avant, il y avait le 136, c'est vraisemblable, sauf s'il a fait de la magie des mathématiciens, qu'il a fait des sauts, et qu'il n'a pas fait simplement des noms premiers, et il y aura certainement le 138. Eh bien, en gros, si tout ça, c'est juste un numéro de conférence, ça, c'est simplement quelque chose dont on s'en fout. Maintenant, s'il y a un changement de phase entre les deux, c'est-à-dire s'il y a un événement avant et après, et vous vous dites, avec tout ce qu'on s'est dit ensemble, là, et quand même, il y a des trucs que je n'avais pas réfléchi à ça, et c'est la première fois que j'entends cette connerie, même si c'est une connerie, hein. C'est la première fois que j'entends ce terme, quand même que, tiens, je ne savais pas comment répondre, par exemple. Alors que si vous vous retrouvez dans un cadre où vous avez répondu à tout, vous connaissiez tout, c'était très bien, mais c'est très bien, la durée de vie de ça, ça va être, dès qu'on va sortir de la porte, ça sera terminé. Donc pour moi, le changement de phase prométhéen provient simplement de avant-après. Donc vous allez me dire, c'est assez simple comme réponse, oui, mais s'il n'y a pas d'avant et d'après, ça veut dire qu'il y a toujours le maintenant. Et s'il y a toujours le maintenant, on redémarre ce que tu disais par exemple, par rapport à la notion d'éternité du présent, mais en même temps, on voudrait quand même que ça change, mais que ça ne change pas à cause de nous, même pas grâce à nous, mais en tout cas que ça ne dérange pas. Alors qu'en fait, Prométhée, il est par nature dérangeant. On a l'impression qu'il n'y a plus de nouveau Prométhée possible. Puis Prométhée, c'est pas possible
qui en est un nouveau, il a fait ce qu'il a fait, il ne peut plus y avoir quelque chose des personnes qui puissent s'identifier à Prométhée pour changer le monde. C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'à tort ou à raison, attendez, je finis, je vous laisse la parole après, à tort ou à raison, beaucoup de gens s'imaginent qu'ils vont pouvoir changer le monde comme Prométhée. Et Prométhée est une espèce de phare, là, pour prendre une comparaison, comme ça, et c'est un phare qui continue d'illuminer la Terre parce qu'il dit on peut continuer de changer le monde. J'ai pas été le seul. Et tu as l'air, toi, de dire qu'il a été le seul et qu'après il n'y en aura plus. Non, pas du tout, j'ai pas du tout dit ça. Et je pense, pour te remettre en cause, c'est que juste avant Prométhée, je suis sûr que la société ne pensait pas qu'il existerait. Oui, voilà, juste avant. Parce que c'était tellement... Donc c'est un phare essentiel. Non, mais c'est un phare essentiel, fondamental si tu veux. Mais en tout cas, il peut en avoir d'autres qui continuent justement cet apport par rapport à l'humanité en ayant ce paradigme pour pouvoir créer des changements de phase qu'on ne peut pas créer aussi facilement. Oui, moi quand je pensais, il y a peut-être des petits Prométhées, pas voilà, à ce niveau-là, mais plus petits. Par exemple, dans une conférence, j'avais appris quand vous parliez de la zéolite, les pierres, les gens qui ont trouvé ça. Ces pierres avec ces transformations possibles, elles sont vraiment géniales. Et ben, du coup, maintenant, qu'est-ce que ça va devenir? On va s'en servir peut-être encore pour d'autres choses qui ne sont pas encore trouvées, la zéolite. Oui, donc, c'est ça très peut être énorme, par exemple, comme invention, comme innovation. Donc, voilà, on fait petit Prométhée, par exemple. C'est un exemple. La zéolite, une invention qui va peut-être servir pour, moi je me disais peut-être pour la nourriture, après pour l'instant c'est des plantes, c'est déjà fait. Oui, ça s'applique là-dessus. Oui, ça s'applique déjà. Donc c'est énorme. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour terminer, moi je vais faire ma petite conclusion personnelle, puis je te laisse la parole pour... C'est toi qui... C'est pas ta conclusion. Non, mais moi je fais une conclusion comme ça, à partir justement d'un projet qui s'appelle Human Brain Project, qui peut coûter 1 milliard, qui essaye de travailler sur le cerveau. J'imagine qu'avec ce projet-là, ils vont savoir comment marche le cerveau. Alors justement, c'est un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui, là. Est-ce qu'on est prédéterminé? Est-ce que la liberté existe? Est-ce qu'on peut continuer de s'identifier à Prométhée pour faire avancer le monde? Et il y a un tas de gens qui disent votre histoire, ça va nous coûter 1 milliard, mais on n'y arrivera pas. Alors, je ne sais pas si c'est pour de bonnes raisons, parce que les bonnes raisons, moi je suis d'accord, c'est inutile de dépenser 1 milliard pour ça, parce qu'on n'y arrivera pas, parce que justement, l'homme il n'est pas dans le cerveau, pour moi. Et il croit que l'homme est dans le cerveau. Alors, c'est là. Alors je ne sais pas pour quelle raison, il y a un conflit formidable entre ceux qui veulent faire ce projet. Toi, tu le mets où là? En dehors de... Ils disent un truc plus bas. En dehors de lui, dans un espèce d'écran en face de soi, on est toujours en face d'un écran en face de soi, on se regarde dans cet écran, on imagine en face de cet écran, on apprend en face de cet écran. C'est une intériorité bizarre, parce qu'elle n'est pas... C'est une intériorité qui n'est pas dans le cerveau, qui est ailleurs du cerveau, qui est extérieure, et qui est extérieure à nous, qui est une pensée extérieure à nous, et qui n'est pas justement, c'est une intériorité extrêmement bizarre. Et donc, il y a un débat formidable. Ils vont prendre des médiateurs, parce que ça coûte 1 milliard. Mais j'ai pas bien compris, moi. Quel projet il s'agit au niveau du Il s'agit du projet qui s'appelle Human Brain Project, c'est-à-dire... Human Brain Project. Mais ils vont faire... Ils vont faire les travaux sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau. Qui a déjà commencé à donner des résultats, et non des moindres. Oui, alors ça, on peut en discuter. Hein, mais dans la semaine dernière, c'était sur l'orientation dans l'espace. Oui, c'est spectaculaire. Oui, c'est intéressant, très intéressant. Effectivement, il y a des choses qu'on arrive à trouver, que les sciences cognitives, moi je ne suis pas du tout contre les sciences cognitives. Effectivement. Le siège de l'empathie, etc. Alors ça, le siège de l'empathie, je suis pas d'accord. Oui, non, mais ça... Non, il n'y a pas de siège. Pour moi, il n'y a pas de siège de l'empathie possible. C'est vraiment la personnalité globale. Ah, il est dans le cerveau. L'empathie est dans le cerveau. Et la violence, je sais, dans les noyaux. Bon, alors là, cette compartimentation des choses et de la vie psychique, on revient au 19e siècle, où au 19e siècle, on disait le centre de ça, c'est à tel endroit, etc. Mais c'était pas carrément le 19e siècle. La différence, c'est que c'était pas scientifique. Oui, voilà. Bon, voilà, ce que je voulais un petit peu dire, c'est qu'aujourd'hui, on a essayé de voir, est-ce que le cerveau est complètement prédéterminé? Nous sommes pas de possibilité de changement, ou Prométhée nous donne-t-il la liberté de continuer d'espérer que ça change? Pour nous rassurer,
pour nous rassurer, il est juste. Si tu vois qu'il veut. Non, là, moi, en partant de la question, en enlevant, comme jadis Prométhée, parce que Prométhée, c'est un personnage considérable, mais on me demande si effectivement, aujourd'hui, dans notre humanité repue, il n'y a plus de gens qui sont prêts à se sacrifier. Et je me demande si l'une des raisons. Si Sarkozy. Pardon, ne se sacrifie pas. Ah, si. Non, mais en tout cas, je me demande si le fait aujourd'hui que, par exemple, lorsque l'on envoie par exemple des soldats faire la guerre, mettons, au Mali, il y a un mort, et donc on en fait toute une affaire. Hein. Bon, par rapport au passé, donc il y a une différence de nature, la manière d'accepter ces sacrifices. Et je pense que donc c'est certainement une faiblesse de notre société de ne plus accepter donc ce genre de sacrifice. Et je me demande si donc ça ne vient pas du fait qu'il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus de croyance surtout, et que la seule chose qui reste, c'est la vie. Et à partir du moment où on donne à la vie donc la totalité de l'espace en quelque sorte, donc à ce moment-là, il n'est plus possible donc d'avoir des gens qui, sans être Prométhée encore une fois, mais à un niveau beaucoup plus modeste, donc si vous voulez, acceptent de prendre des risques considérables, y compris donc allant jusqu'à la mort. Une minute, bien sûr qu'on donne la parole. Allez-y, une minute. Oui, est-ce que vous pensez par exemple les Baha'is enfermés en Iran à vie ou pour la religion, vous ne pensez pas qu'ils se sacrifient? Ah, eux, oui. Pour la religion? Oui, mais c'est parce qu'ils ont encore la religion, c'est ce qui fait la différence avec eux, peut-être. Mais en France aussi, il y a des gens en France aussi, je pense qu'il y a des gens qui font des choses aussi courageuses. Oui, enfin, malgré tout ça, je pense qu'il y a effectivement, aujourd'hui, encore une fois, donc il y a la vie est considérée comme quelque chose qui est sacré, et les gens donc ont beaucoup de réticence donc à accepter donc qu'on puisse. Donc, je vais démarrer pour terminer comme vous l'avez fait. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la vie est sacrée, et il y a assez peu de monde qui considère que le sacré est vital. Et le problème, c'est qu'une intervention possible, c'est justement. Alors, je vais dire la notion de héros, comme ça on n'aura pas le problème de Prométhée, ou la notion de sacrifice. Ça reste le paradigme, mais on a une façon de faire, surtout dans l'Occident, c'est soit on met tout le monde dans la catégorie super-héros, ce qui nous permet de ne plus parler des héros, parce qu'en fait les super-héros ils sont déformés dès le départ pour faire quelque chose, et il n'y a pas d'évolution. En fait, ils sont figés. Hein. Qui super-héros? Les super-héros, si tu veux, en fait, à partir du moment où il y a une genèse, il est automatiquement comme ça. Et on n'a pas une évolution. Quel exemple de super-héros? En Superman. C'est ça, un super-héros. Les super-héros, c'est la façon de ne pas parler des héros. Parce qu'en fait, les héros, c'est ceux qui sont capables, à partir d'une échelle humaine, de se transcender pour faire quelque chose. Un sacrifice, qui sera un acte altruiste, etc. L'autre, c'est pas ça, on est directement dans une autre catégorie. Donc pour quand même revenir à ça, je pense que notre problématique, elle est un peu faussée dans quel sens? Si vous attendez que les Prométhéens soient la majorité de l'humanité, vous attendrez longtemps. Bon. Le problème, c'est pas ça pour moi. Le problème, c'est est-ce que les rares qui sont Prométhéens sont suffisants pour changer l'humanité? Et le problème, c'est que l'histoire montre que finalement, l'humanité continue à changer alors que la plupart des gens ne changent pas. Donc ça veut bien dire qu'il y a une différence, pas simplement entre minorité et majorité, mais la minorité, c'est est-ce qu'elle est assez rare pour produire quelque chose qui soit important.
Et Prométhée, s'il y a quelque chose à nous enseigner dans ce cadre-là, c'est finalement le solitaire peut être un diamant. Voilà. Merci bien. Bravo. Donc, nous remercions beaucoup notre ami Nikos Ligeros pour ce café, son humour, etc. Et tout ce que... Donc vous avez vu derrière tout ce qu'il y a comme connaissance. Nous en avons montré une petite partie. Pas sûrement pour